Coco est une jeune fille dans un monde qui possède la magie et des sorcières, mais contrairement aux années 1800, les sorcières y sont en fait célébrées à cause des miracles qu'elles peuvent accomplir. C'est pourquoi Coco veut devenir sorcière un jour. Coco étend du linge pour le faire sécher quand elle aperçoit par hasard un carrosse Pégase volant atterrir près de la maison. C'est la première fois qu'elle en voit un atterrir aussi près, alors elle descend en courant demander à sa mère si elle peut aller le voir. Cependant, en ouvrant la porte d'entrée, elle heurte accidentellement un homme qui se tient là. Elle s'excuse, mais il dit que ce n'est pas grave puisque c'était un peu de sa faute à lui de se tenir devant une porte. Coco lève alors les yeux et remarque qu'un groupe de dames regarde la collection de tissus du magasin, et elle suppose qu'elles doivent être celles qui sont arrivées dans le carrosse tout à l'heure. Elle regarde ensuite l'homme, mais il devine déjà ce qu'elle va demander, alors il précise qu'il ne fait pas partie de leur groupe. Les dames sont émerveillées par la sélection de tissus disponibles ici car c'est encore mieux que ce qu'elles obtiennent habituellement à la ville du château, alors elles ont l'intention d'en acheter beaucoup d'un coup, ce qui laisse la mère de Coco très occupée. Elle demande à Coco d'aider un peu, et Coco est plus qu'heureuse de le faire, mais d'abord, elle va voir sa mère et lui demande si elle peut aller voir le carrosse Pégase dehors après avoir fini. Sa mère n'aime pas l'idée que Coco touche au Pégase de ses clientes, mais comme Coco le demande si gentiment, elle accepte de la laisser y aller, mais seulement après avoir fini d'aider. Coco est ravie d'entendre cela et se précipite vers l'homme pour prendre sa commande. Elle s'excuse pour le retard et lui demande ce dont il a besoin, alors il lui dit qu'il veut un tissu blanc fumé et qu'il a déjà écrit les mesures exactes dont il a besoin, donc tout ce que Coco a à faire maintenant est de le découper pour lui. Coco va chercher la couleur de tissu que l'homme recherche, et après l'avoir trouvé, elle marque les mesures à la craie et commence à couper. Cependant, une fois qu'elle a fini, elle remarque que l'homme fixe intensément son travail, ce qui la prend au dépourvu, mais il est simplement fasciné par la précision des mouvements de Coco, et il dit qu'un savoir-faire aussi bon que celui-ci lui semble magique. Pourtant, même si c'était censé être un compliment, Coco refuse de l'accepter car la magie est quelque chose de tellement plus spécial que tout ce qu'elle pourrait faire avec ses mains ordinaires, donc elle ne pense pas qu'il soit juste de comparer la magie à quelque chose d'aussi médiocre que son travail. L'homme comprend que Coco aime vraiment la magie, alors il lui demande s'il y a une raison particulière à sa fascination, et Coco explique que quand elle était petite, elle est allée à un festival au château, et pendant qu'elle y était, elle a rencontré une sorcière qui portait un masque. La sorcière l'a appelée et lui a demandé si elle voulait acheter un livre d'images magiques, mais bien que Coco aimât les beaux livres d'images, elle ne savait pas ce qu'était la magie à l'époque. La sorcière a alors conjuré quelques figures d'ombre pour démontrer les merveilles de la magie, et il a même alimenté les pavés sous les pieds de Coco pour une touche supplémentaire d'émerveillement, et voir tout cela a convaincu Coco que la magie était la meilleure chose au monde. Elle a acheté le livre avec enthousiasme et a couru retrouver sa mère pour tout lui raconter, et la mère de Coco est convaincue que Coco a simplement été victime d'une arnaque, mais tant qu'elle est heureuse, c'est tout ce qui compte. Coco dit alors à sa mère qu'elle veut devenir sorcière à l'avenir, mais sa mère lui fait un rappel à la réalité et lui dit qu'il n'y a aucun moyen qu'elle le devienne. Coco est déçue d'entendre cela et demande pourquoi, alors sa mère lui explique que seuls ceux qui sont nés avec un pouvoir magique peuvent devenir sorcières, donc les gens ordinaires comme elle n'ont pas ce qu'il faut pour devenir sorcière. Depuis ce jour, le rêve de Coco de devenir sorcière a été anéanti, mais elle aime toujours autant regarder la magie utilisée, même si elle sait qu'elle ne pourra jamais la pratiquer elle-même. L'homme est intrigué, alors il demande à Coco si elle peut lui en dire un peu plus sur la sorcière qu'elle a rencontrée, mais juste à ce moment-là, ils entendent tous un grand bruit de crash venant de la direction du carrosse Pégase, alors Coco craint qu'il ne soit arrivé quelque chose de grave. Elle se précipite dehors pour voir par elle-même, et effectivement, le carrosse Pégase a été retourné d'une manière ou d'une autre, et les responsables sont ces deux-là. Ce sont les amis de Coco, ils ont vu le carrosse dehors, alors ils sont allés regarder, mais pendant qu'ils le faisaient, l'un des garçons s'est cogné la tête contre le dessous du carrosse, détruisant accidentellement le disque magique qui lui permettait de voler. La mère de Coco attrape les garçons et les force à s'excuser auprès des dames pour ce qui s'est passé, mais les dames sont toujours contrariées car elles ne peuvent pas rentrer chez elles sans le carrosse et c'était un cadeau de leur père. La mère de Coco ne sait pas quoi faire puisqu'elle n'a pas les moyens de payer un remplacement, mais juste à ce moment-là, après avoir inspecté le carrosse, l'homme dit à tout le monde qu'il pense pouvoir le réparer. Les dames sont d'abord sceptiques car ce carrosse a été fabriqué à la main avec la magie de vol d'une sorcière, donc il n'y a pas moyen qu'un homme quelconque puisse le réparer, mais c'est alors que l'homme révèle qu'il s'appelle Kifrey et qu'il est effectivement une sorcière. Les dames sont toutes joyeuses quand elles apprennent que Kifrey est une sorcière, surtout Coco, et elles le remercient toutes pour son aide, mais Kifrey mentionne qu'il y a un petit problème. Il dit qu'il n'est pas à l'aise à l'idée d'exécuter la magie en plein air, alors il demande s'il y a un endroit privé où il pourrait aller à la place, et Coco parle immédiatement pour l'inviter à utiliser l'atelier de la maison. Après tout, c'est peut-être sa seule chance d'assister à une sorcière lançant un sort, mais ce plan ne fonctionne pas exactement pour elle. Dès que Kifrey arrive à l'atelier, il dit à Coco de se tenir dehors, de regarder, et de ne laisser personne entrer quoi qu'il arrive.
Cela freine vraiment son plan d'apprendre la magie de Kifray puisqu'il ne veut clairement pas que quiconque le regarde, mais ce genre de règle ne fonctionne que sur les gens qui sont prêts à écouter, et les amis de Coco pourraient aussi bien être sourds à cet égard car ils essaient immédiatement de se faufiler autour de la maison et de monter sur le toit pour espionner l'incantation de Kifray. Coco les suit et essaie de les faire descendre, mais elle réalise alors qu'elle a aussi très envie de voir la magie, alors elle grimpe sur le toit et demande aux garçons de se pousser. Ils ouvrent alors la fenêtre, s'attendant à avoir une vue de première classe sur le processus magique, mais à leur grande déception, Kifray est très minutieux, alors il ferme tous les rideaux avant de commencer, et il n'y a aucun moyen de les ouvrir sans qu'ils ne le remarquent, alors ils abandonnent tous et redescendent. Coco s'apprête à partir aussi, mais juste à ce moment-là, elle se souvient qu'elle a laissé la trappe du toit ouverte plus tôt quand elle étendait le linge, alors elle grimpe sur le toit et entre dans la maison par la trappe. Elle regarde alors dans l'atelier par une fissure dans les planches du mur et elle peut maintenant voir clairement ce que fait Kifray. Pendant tout ce temps, elle avait pensé que les sorts étaient lancés avec des mots ou des actions, mais d'après ce qu'elle voit, Kifray ne fait en réalité que dessiner sur le disque. Cela doit signifier que le bâton qu'elle a eu avec le livre de magie toutes ces années auparavant n'était pas censé être une baguette, mais plutôt un stylo, et si apprendre à dessiner les sorts est vraiment tout ce qu'il faut pour utiliser la magie, alors il y a peut-être encore de l'espoir pour elle de devenir sorcière. Kifray finit par terminer de dessiner le sort, et voyant cela, Coco panique car s'il sort et ne la voit pas près de la porte, alors il saura qu'elle l'espionnait. Effectivement, Kifray sort pour aller parler à Coco, mais au moment où il arrive, Coco est déjà revenue, bien qu'elle soit extrêmement sale et essoufflée à cause de toute la course qu'elle a dû faire. Après cela, Kifray remet le disque magique dans le carrosse, donc les dames nobles peuvent décoller et rentrer chez elles sans problème, et plus tard, Kifray part également, alors Coco et sa mère lui font signe de la main tandis qu'ils s'éloignent. La mère de Coco est sincèrement soulagée car étant donné à quel point Coco aime la magie, elle était convaincue que Coco dirait qu'elle voulait partir avec Kifray, et elle ne saurait pas quoi faire d'elle-même si Coco la laissait derrière. Coco serre sa mère dans ses bras et lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter car elle ne la quitterait jamais, et sa mère est très heureuse d'entendre cela, alors elle suggère qu'elle devrait rentrer et commencer le dîner. Coco et sa mère prennent ensemble un repas agréable et douillet, et après s'être lavée, Coco va se coucher, mais elle n'a pas l'intention de dormir cette nuit. Elle pose sa bougie près de son lit et sort la baguette qui accompagnait son livre de magie. Maintenant qu'elle sait qu'elle est censée être un stylo, elle réalise qu'il y a un capuchon à une extrémité, et que l'autre extrémité avec l'orbe est un réservoir pour l'encre du stylo. De plus, toutes les images et diagrammes du livre doivent être les dessins nécessaires pour lancer des sorts, alors Coco décide de s'entraîner à en copier quelques-uns sur une feuille de papier. Elle passe plusieurs minutes à analyser les différentes parties du premier sort, puis elle commence à le tracer soigneusement sur une autre feuille, en prenant un soin particulier à ce que toutes ces lignes soient droites. Elle finit par terminer le premier dessin et attend un moment pour voir si quelque chose se passe, mais non, c'est toujours une feuille de papier ordinaire. Coco ne comprend pas où elle a pu faire une erreur car elle pense que cela ressemble assez au dessin du livre. Cependant, bien qu'elle soit bonne pour dessiner des lignes droites, elle est clairement nulle pour dessiner des cercles car ce cercle n'est pas connecté du tout. Heureusement, juste au moment où elle s'apprête à abandonner, une goutte d'encre tombe du stylo, reliant les lignes du cercle, et dès que le cercle est terminé, la page s'illumine devant les yeux de Coco, remplissant la pièce de feux d'artifice brillants et colorés. C'est une avancée majeure pour Coco car le fait qu'elle ait pu dessiner un sort signifie qu'il ne lui est pas impossible de devenir sorcière. Cependant, elle ne peut pas aller raconter sa découverte à quiconque car Kifray semblait très insister sur le fait de ne vouloir personne le voir lancer son sort, donc s'il découvre qu'elle l'a vu, il pourrait se fâcher. Pour l'instant, Coco décide de continuer à s'entraîner avec d'autres cercles magiques, et dans la forêt, Kifray campe avec un sort de feu pour se réchauffer, mais il ne peut s'empêcher de repenser à ce que Coco a dit à propos d'une sorcière quelconque lui vendant un livre d'images, et un instant plus tard, il s'assoit, choqué, car il réalise enfin ce qu'était ce livre d'images. De retour dans la chambre de Coco, quelques heures ont passé, et elle vient de découvrir le sort de feu, mais avoir un feu à l'intérieur est très dangereux, alors elle se précipite pour l'éteindre avant qu'il n'arrive quelque chose de grave. Après avoir mené plusieurs expériences, Coco commence enfin à comprendre comment fonctionnent les cercles magiques. Plus le cercle est grand, plus son effet est fort, et le dit effet dure beaucoup plus longtemps si le cercle est dessiné parfaitement. Cela dit, garder le dessin net tout en augmentant la taille est un peu un défi pour elle, surtout avec les plus compliqués, donc il lui faudra probablement beaucoup de pratique avant d'être aussi bonne que Kifray. Juste à ce moment-là, Coco a l'idée brillante de tracer le cercle magique directement à partir du livre pour rendre le dessin plus facile, et effectivement, avec cette méthode, elle reproduit parfaitement l'un des sorts les plus compliqués du livre. Au moment où elle finit de tracer le sort et qu'il commence à s'illuminer, Kifray apparaît derrière elle et la traîne par la fenêtre en lui criant au visage, lui demandant quel sort elle vient d'utiliser. Coco lui dit qu'elle ne sait pas car elle était en train d'en tracer un nouveau du livre, mais alors qu'il regarde vers la maison, celle-ci est lentement recouverte d'une épaisse couche de cristaux.
La mère de Coco avait entendu tout le bruit et était sortie pour voir ce qui se passait, mais elle n'a pas vu le cristal se former derrière elle à temps, et avant qu'elle ne puisse s'échapper, son pied a touché, et ainsi, la mère de Coco est prise. Coco regarde avec horreur le sort qu'elle a activé engloutir sa mère, et elle essaie désespérément de descendre pour l'aider, mais Kifrey la retient et lui dit que c'est inutile car c'était un sort interdit et qu'on ne peut plus rien faire maintenant. Avant même que Kifrey n'ait fini de parler, Coco se dégage d'un coup de pied de son emprise et commence une chute libre vers sa perte, alors Kifrey se précipite pour amortir sa chute avant qu'elle ne se fasse mal. Coco essaie alors de sauver sa mère, mais tout son corps est déjà scellé dans le cristal et le sort continue de s'étendre, donc si elle reste là, elle sera aussi prise dedans. Kifrey attrape Coco et s'envole pour que cela n'arrive pas, et une fois dans les airs, Coco commence à s'excuser, les larmes aux yeux, parce qu'elle ne savait pas que ce sort ferait tout cela. Kifrey ne lui en veut pas car il est naturel qu'elle ne sache pas à quel point le sort était dangereux, et c'est exactement pour cela que les sorcières ont l'interdiction de partager le secret de la magie avec le public pour éviter des accidents comme celui-ci. En vérité, tout ce qui est nécessaire pour lancer la magie, c'est de l'encre spéciale et un motif de cercle magique, mais maintenant que Coco le sait, il n'a d'autre choix que d'effacer sa mémoire. Après avoir entendu ce qu'il vient de dire, Coco le supplie de ne pas lui effacer l'esprit car si elle fait cela, alors elle oubliera sa mère ainsi que toutes les pages du livre d'images qu'elle a mémorisées, et si cela arrive, alors personne ne sera là pour sauver sa mère après. Kifrey comprend sa détresse, mais l'effacement de mémoire est nécessaire pour garantir qu'une telle chose ne se reproduise pas. Cependant, il réalise alors que le livre d'images mentionné par Coco est maintenant scellé dans le cristal aussi, et sans lui, il n'aura aucune piste pour retrouver la sorcière. Le fait que Coco ait mémorisé le livre pourrait être sa meilleure chance de le retrouver. Coco demande si trouver cette sorcière leur permettra d'annuler le sort de cristal et de sauver sa mère, et Kifrey dit qu'il y a une chance, alors Coco le supplie de la laisser aider car elle fera n'importe quoi pour sauver sa maman. Dans ce cas, Kifrey lui dit que si elle veut garder ses souvenirs, des secrets de la magie, alors elle va devoir suivre un entraînement pour devenir une vraie sorcière. Le lendemain matin, Kifrey ramène Coco à son atelier, et il lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour sa mère car il a placé une barrière autour de la zone pour tenir les autres à l'écart. De cette façon, personne d'autre ne sera pris dans le sort, et la mère de Coco sera préservée au cas où il trouverait un moyen d'inverser les dégâts. Après avoir été rappelé à ce qui s'est passé, Coco fond en larmes parce que tout est de sa faute, et voyant cela, Kifrey la réconforte, expliquant qu'elle n'avait aucun moyen de savoir que le sort était dangereux en premier lieu. Il la conduit dans l'atelier et attrape un dispositif qui crée une grosse boule d'eau. Il dit à Coco qu'elle peut se laver avec ça pendant qu'il va lui chercher des vêtements de rechange, mais Coco ne sait pas vraiment comment utiliser cette chose, et après ce qui s'est passé, elle a peur de toucher à la magie qu'elle ne comprend pas. Juste à ce moment-là, une petite fille nommée Tetia arrive au coin, et elle dit à Coco qu'il n'y a rien à craindre car, pour ce qui est des sorts, celui-ci est plutôt inoffensif. Elle explique que cela s'appelle une bulle de vapeur, et que cela fonctionne en extrayant l'humidité de l'atmosphère pour créer une boule d'eau. Elle montre également comment l'utiliser en la basculant pour verser de l'eau. Coco est très reconnaissante pour l'explication, alors elle remercie Tetia, mais Tetia est encore plus reconnaissante envers Coco parce qu'elle a rarement l'occasion d'expliquer les outils magiques à d'autres, donc c'était amusant pour elle. Juste à ce moment-là, une fille nommée Reisha s'approche avec une plume et de l'encre à la main, et Coco reconnaît ces instruments comme étant ceux pour lancer la magie, alors elle demande si Reisha et Tetia sont par hasard des sorcières. Tetia explique qu'elles ne sont que des apprentis apprenant auprès du maître Kifrey, mais maintenant qu'elle le mentionne, Tetia se demande qui est censé être Coco. Elle demande si elle est également une apprentie, mais Coco pense qu'il est un peu trop tôt pour s'appeler ainsi, surtout qu'avant hier, elle n'avait aucune idée de ce qu'était vraiment la magie. En entendant cela, Tetia et Reisha deviennent silencieuses car elles réalisent maintenant que Coco est la fille de la rumeur qu'elles ont entendue. Coco ne comprend pas de quoi elle parle, alors elle demande à quelle rumeur elles font référence, et les deux expliquent que la rumeur dit qu'il y a une étrangère qui a utilisé de la magie interdite et à qui on a ensuite permis de devenir apprenti, ce qui est totalement inouï. Juste alors, Kifrey revient avec un nouvel ensemble de vêtements pour Coco, et il est content de voir que les enfants s'entendent plus ou moins, mais il demande à Tetia et Reisha de se dépêcher de finir leur corvée matinale. Il dit ensuite à Coco qu'elle devrait changer pour porter l'uniforme qu'il a préparé parce que c'est ce que portent tous ses élèves, et après qu'elle aura fait cela, il promet de tout lui expliquer. Une fois que Coco est habillée, Kifrey l'assoit et se prépare à lui donner une leçon sur l'histoire de la magie, alors il commence par expliquer que la magie n'a pas toujours été un secret. Autrefois, c'était une connaissance commune que tout le monde pouvait utiliser à volonté, mais malheureusement, bien qu'ils aient eu un grand pouvoir, ils n'avaient pas une grande responsabilité, alors le monde a sombré dans le chaos alors que des guerres éclataient avec la magie interdite. C'est pourquoi une coalition de sorcières pacifiques s'est réunie et a volé les souvenirs de l'humanité concernant la magie pour empêcher qu'une autre tragédie ne se produise, et c'est pourquoi toutes les sorcières doivent faire très attention à préserver le secret.
Coco comprend maintenant pourquoi Kifray ne voulait pas laisser personne le voir lancer son sort quand il réparait la calèche, mais elle ne sait toujours pas ce qu'est censé être la magie interdite. Kifray explique que c'est la magie qui a été créée pendant l'ère de la guerre, spécialement conçue pour blesser les autres, comme le sort avec lequel ils ont pétrifié la mère de Coco. Coco attrape Kifray et le supplie de lui enseigner la magie interdite car elle a besoin de la comprendre si elle veut un jour libérer sa mère. Normalement, Kifray dirait à son élève d'être patiente et d'attendre de découvrir plus d'informations au fil du temps, mais dans le cas de Coco, il ne pense pas que ce serait approprié, alors il lui dit de le suivre plutôt car il a quelque chose qu'il veut lui montrer. Il y a beaucoup de sorts interdits qu'il pourrait simplement énumérer pour elle, mais la règle générale qu'ils suivent est que tout sort lancé directement sur un corps humain est totalement interdit, c'est pourquoi les sorcières modernes utilisent toujours une sorte d'outil pour lancer leur sort. Un exemple en est la fenêtre de téléportation que Kifray garde en bas, et pour démontrer comment elle fonctionne, il aligne les runes sur les cercles jusqu'à ce que la scène change vers un lac. Coco est émerveillée par cela car elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. Kifray explique que le portail relie simplement deux fenêtres préexistantes dans le monde tant qu'elles portent le même motif, et cet endroit est particulièrement spécial parce que ce bâtiment là-bas au loin est la tour des tomes. Il explique que chaque fois qu'un livre sur la magie est écrit, une copie apparaît instantanément là-bas, donc la tour contient tous les sorts connus de l'humanité, même ceux interdits. Coco demande à Kifray de l'emmener là-bas car elle veut découvrir tout ce qu'elle peut sur ce sort. Cependant, Kifray lui dit que cela ne fonctionne pas vraiment comme ça parce que la tour est gardée par ces monstres là-bas ainsi que 3 autres, et elle ne vous laissera pas passer à moins que vous n'ayez terminé vos épreuves en tant que sorcière. Ainsi, si Coco souhaite visiter, elle va devoir étudier beaucoup. Après cela, Kifray montre à Coco où elle va loger désormais, et pendant qu'il est là, il veut la présenter à sa nouvelle colocataire, mais malheureusement, Agot n'est pas là pour le moment. Quoi qu'il en soit, Kifray emmène Coco à l'intérieur et explique qu'il y a un espace de travail qu'elle et Agot devront partager, mais elles ont chacune leur propre chambre personnelle. Il dit à Coco de se reposer en attendant car elle a eu une très longue journée, et si elle a besoin de quoi que ce soit, elle ne doit pas hésiter à l'appeler à tout moment. Alors que Kifray s'en va, il passe un appel à ses supérieurs pour les informer de comment les choses se passent avec Coco. Il dit qu'elle s'installe bien, et il les remercie d'avoir approuvé son apprentissage, mais il n'a pas encore pu demander d'informations sur la sorcière qui lui a donné le livre car il dit qu'il veut attendre que Coco se soit adaptée à sa nouvelle vie ici. Pendant ce temps, Coco est occupée à regarder autour de sa nouvelle chambre, et elle est vraiment excitée parce qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle verrait à quoi ressemble une vraie chambre de sorcière, mais juste au moment où elle s'apprête à toucher des affaires, elle entend une voix lui dire de garder son côté du bureau. Coco est surprise car elle ne sait pas d'où cela vient, mais elle lève les yeux et voit une fille flottant dans l'air au-dessus d'elle. C'est Agot, et à partir d'aujourd'hui, elle sera la nouvelle colocataire de Coco, mais Agot sait déjà tout sur elle puisque c'est la fameuse étrangère qui va rejoindre l'atelier comme apprentie aujourd'hui. Agot présente ses condoléances pour ce qui est arrivé à la mère de Coco, mais elle ne cache pas non plus le fait qu'elle pense que c'était la faute de Coco pour commencer. Coco comprend qu'elle a été la cause de cet accident, c'est pourquoi elle veut devenir une sorcière pour pouvoir le réparer, mais entendre Coco dire qu'elle veut devenir une sorcière avec autant de légèreté agace Agot car être une sorcière n'est pas une tâche simple. Il faut passer des heures et des heures à dessiner des sorts chaque jour juste pour pouvoir réussir l'épreuve et devenir mage, et personnellement, Agot ne pense pas qu'une étrangère comme Coco ait ce qu'il faut pour devenir une sorcière. Coco admet qu'elle n'est pas sûre de faire une bonne sorcière ou non, mais elle va au moins essayer, et Agot répond en lui disant qu'elle va devoir faire ses preuves alors. Elle dit que l'entraînement commencera demain, mais pour l'instant, c'est l'heure du dîner, alors Tetia et Reisha viennent appeler Coco pour manger. Un peu plus tard, tout le monde se rassemble à la table du dîner pour manger, mais Agot dit qu'elle ne se joindra pas à eux, donc elle mange dans sa chambre pour le moment. Kifray n'a pas l'intention de la forcer à sortir, mais il souhaite qu'Agot passe un peu plus de temps de qualité avec le reste d'entre eux. Quoi qu'il en soit, il dit qu'il ferait mieux de commencer à manger avant que la nourriture ne refroidisse, alors Coco prend une bouchée du pain, et elle est surprise par sa douceur et son goût. Tetia lui dit que toute la nourriture qu'il mange est préparée par Kifray, et c'est un très bon cuisinier, donc il profite de repas merveilleux comme celui-ci tous les jours. Plus tard, Coco s'installe dans son lit pour sa première nuit en tant qu'apprentie sorcière, mais même si c'est un rêve devenu réalité pour elle, elle ne peut pas se sentir heureuse après avoir perdu sa mère. Le lendemain, Coco se réveille très tôt pour commencer à étudier car elle doit se préparer à réussir ses épreuves, mais cela va être un peu difficile étant donné qu'elle ne sait même pas ce que sont les épreuves pour commencer. Juste alors, Kifray apparaît derrière Coco, et il lui dit qu'il y a beaucoup de choses sur la magie qu'elle ne pourra pas apprendre simplement en lisant un livre, c'est pourquoi il est préférable d'apprendre en pratiquant dans le monde réel, et pour cette raison même, il lui a apporté le kit de base de démarrage dont toute jeune sorcière a besoin pour lancer un sort. Coco est un peu hésitante à essayer d'utiliser à nouveau la magie car elle craint que quelque chose ne tourne mal comme la dernière fois, mais elle doit surmonter cela car elle ne peut pas sauver sa mère à moins de maîtriser la magie,
alors elle demande à Kifray de commencer à lui enseigner car elle est prête à apprendre. 5 manuels plus tard, Coco est officiellement fatiguée d'apprendre, et elle essaie de tenir le coup, mais elle n'avait pas réalisé qu'étudier la magie serait aussi ennuyeux. Kifray suggère qu'il devrait faire une petite pause pour l'instant, alors il demande à Coco si elle peut résumer tout ce qu'il lui a enseigné jusqu'à présent. Coco accepte, alors elle commence par expliquer qu'un sort est composé de 3 éléments, le sceau au centre qui détermine l'élément du sort, les signes qui déterminent la direction et la force du sort, et le cercle extérieur qui active le sort. Il y a aussi un tas de règles compliquées et d'exceptions que Coco a dû mémoriser également, mais maintenant qu'elle a assimilé les bases, il est temps pour elle de s'entraîner à dessiner des sorts. Kifray se tient derrière elle pour l'encourager pendant tout ce temps, mais quand Coco a fini, elle a trop honte pour lui montrer, alors elle tente de le jeter à la poubelle. Kifray l'arrête et attrape la page de sa main pour jeter un coup d'œil, mais Coco ne veut vraiment pas qu'il la voie car les lignes sont toutes tremblantes et désordonnées. Kifray dit qu'il s'attendait déjà à cela de sa part, et ce n'est pas honteux car elle apprend encore, et pour apprendre, il faut se permettre de faire des erreurs, et en parlant d'erreurs, Kifray montre un endroit sur le cercle magique de Coco où elle n'a pas réussi à joindre les extrémités du cercle. Il explique que bien que dessiner un cercle parfait améliore l'efficacité du sort, l'étape la plus importante est de s'assurer que le cercle est complètement connecté, sinon, le sort ne s'activera pas. Il lui dit d'essayer de connecter les lignes, alors Coco le fait, et une seconde plus tard, un sort de jet d'eau s'active, frappant Agot en plein dos de l'autre côté de la pièce. Coco se met à s'excuser frénétiquement parce qu'elle ne voulait pas faire ça, mais Agot dit que ce n'est pas grave car cela ne la dérange pas. Elle prend même le temps de souligner que Coco a fait un de ses signes plus long que les autres, c'est pourquoi son sort a tiré dans cette direction. Kifray félicite Agot pour son observation, et il est certain d'avoir pris la bonne décision en la laissant en charge de Coco, alors il se dirige vers la porte et dit qu'il va être à la tour pendant un moment car il y a quelque chose qu'il doit vérifier, et une fois qu'il est parti, Agot dit à Coco qu'il est temps pour elle de faire ses preuves car, contrairement à Kifray, elle ne fera aucun cadeau à Coco. Pendant ce temps, Kifray vient d'arriver à la tour des tomes, alors il descend vers la première couche, mais juste au moment où il atterrit, il est tiré vers le bas par quelqu'un derrière lui, et il s'avère que c'est une de ses vieilles amies, Alara, qui lui fait une blague pour s'amuser. Cela fait un moment qu'ils ne se sont pas vus, donc Kifray est content de la revoir, et elle mentionne qu'elle a entendu parler de sa nouvelle petite apprentie. Elle demande s'il pense qu'elle pourra les mener jusqu'au capuchon de bordure car cela fait plus de 4 ans que personne n'a utilisé de magie interdite, mais Kifray dit que ce n'était pas la seule raison pour laquelle il a choisi de prendre Coco comme apprenti, et techniquement, Coco n'est même pas encore officiellement son apprenti car elle n'a pas encore terminé sa première épreuve. Après tout, les épreuves ont lieu dans la chaîne de Dada, et à cette période de l'année, l'altitude y est à son point le plus élevé, donc Kifray dit que ce serait bien trop dangereux pour une nouvelle apprentie car elle pourrait se faire tuer. Pendant ce temps, de retour à l'atelier, Agot vient de régler le portail pour qu'il se connecte à la chaîne de Dada, et elle prévoit d'envoyer Coco là-bas pour s'entraîner. Coco est un peu hésitante car cela ne semble pas être le genre de choses qu'elle devrait faire pendant que Kifray est absent, mais Agot lui dit d'arrêter de faire sa bébé car elle va devoir réussir cette épreuve éventuellement si elle veut être apprentie, et personnellement, Agot a réussi à le faire quand elle n'avait que 10 ans. La première épreuve s'appelle le consentement de la couronne, et en gros, on va donner à Coco 3 objets qu'elle doit utiliser pour atteindre le sommet de la chaîne et cueillir une des fleurs qui s'y trouve toute seule. Agot lui donne un orbe de guidage magique pour la mener vers le sommet et une bulle de vapeur pour utiliser comme eau potable, et étant donné que Coco est une débutante, ces objets sont probablement tout ce qu'elle sait utiliser. Elle s'apprête à envoyer Coco pour son épreuve, mais avant qu'elle ne le fasse, Coco prend la parole et demande si elle pourrait avoir une paire de chaussures comme celle d'Agot. Elle est techniquement autorisée à emporter un objet de plus avec elle, donc elle espérait pouvoir essayer de voler comme elle a vu Kifray et Agot le faire. Elle s'excuse si quelque chose comme ça est trop demandé pour une débutante, et normalement, gagner une paire de chaussures comme ça prend beaucoup de temps, mais Agot consent en fait et propose de prêter ses propres chaussures à Coco. Cependant, c'est la seule gentillesse qu'elle va faire pour Coco, alors elle la pousse à travers le portail, et juste avant qu'il ne se ferme, elle mentionne que si Coco échoue à cette épreuve, alors elle sera automatiquement disqualifiée en tant qu'apprentie et devra quitter définitivement l'atelier. Coco est terrifiée après avoir été laissée seule dans une forêt inconnue, mais elle doit faire de son mieux pour réussir cette épreuve, alors elle se lève et se prépare à la traverser. L'orbe de guidage semble fonctionner en pointant dans la direction qu'elle doit prendre, donc Coco commence à suivre son, mais marcher seule dans une forêt est vraiment difficile. Elle finit par réussir à sortir dans les plaines, mais elle est complètement choquée par ce qu'elle voit car de gros morceaux de terre flottent dans les airs, et l'orbe de guidage pointe vers le ciel. Elle s'assoit sur une bûche et commence à réfléchir à ce qu'elle va faire ensuite car elle n'avait aucune idée que sa destination flotterait à plusieurs centaines de mètres dans les airs, et elle n'a aucune idée de comment elle va monter là-haut, mais juste à ce moment-là, elle se souvient qu'elle a emprunté les chaussures volantes d'Agot, et elles sont parfaites pour cette situation.
Elle saute et se prépare à décoller, mais alors elle réalise qu'elle ne sait pas réellement comment faire fonctionner les chaussures. Elle fait une autre pause pour passer du temps à examiner les chaussures, et d'après ce qu'elle peut voir, chaque chaussure a la moitié d'un sceau d'incantation dessiné dessus, donc elle suppose qu'il s'activera si elle les joint. Elle décide de tester sa théorie, et dès qu'elle joint ses pieds, elle quitte le sol et commence à flotter en l'air. Elle est ravie d'avoir enfin compris comment voler, mais toute cette excitation la distrait, et quelques instants plus tard, elle perd l'équilibre et s'écrase dans des buissons à proximité. Pendant ce temps, dans la grande salle, Kifrey vient de faire une demande pour quelques objets, et pendant qu'il attend que sa demande soit traitée, Alara mentionne qu'il n'aurait pas à faire une demande à chaque fois s'il vivait simplement ici dans la grande salle comme elle et les autres. Après tout, elle a tout ce dont un mage pourrait avoir besoin, mais Kifrey déteste plutôt la grande salle, donc il refuse de rester ici plus longtemps que nécessaire, quoi qu'elle dise. Alara accepte d'abandonner le sujet, et comme il rentre chez lui, elle lui rappelle de garder un œil sur ses apprentis car quand les enfants ont cet âge, ils peuvent faire toutes sortes de bêtises s'ils sont laissés seuls. Pendant ce temps, dans les plaines, Coco essaie encore de comprendre comment voler, et jusqu'à présent, elle a réussi à flotter lentement au-dessus du sol, donc elle décide d'essayer de monter un peu plus haut, mais quand elle tente d'atterrir sur l'un des rochers flottants, elle perd l'équilibre et dégringole. Une chute de cette hauteur la tuerait certainement, donc Coco panique en essayant de se stabiliser, mais juste avant de tomber vers sa perte, elle réussit à attraper une vigne suspendue pour se sauver. Elle s'accroche désespérément quand elle aperçoit soudain cette petite chose blanche ressemblant à un verre, et cela rampe sur son visage, alors elle panique et finit par tomber dans l'eau en contrebas. Après avoir atteint la terre ferme, Coco essaie de nettoyer les chaussures d'Agot car elles sont maintenant couvertes de boue, mais pendant qu'elle nettoie, elle remarque qu'un des sorts de vol sur la semelle a disparu, ce qui signifie qu'elle a dû l'effacer accidentellement, alors elle commence à paniquer. Elle se souvient qu'elle a encore sa plume et son encre, donc elle peut redessiner les sorts sur les chaussures, mais quand elle vérifie son sac, elle est mortifiée de découvrir que son encre a également été ruinée, et maintenant elle n'a vraiment plus d'option. De retour à l'atelier, Tétia monte voir Agot et lui demande si elle a vu Coco quelque part car c'est presque l'heure du dîner. Agot lui dit calmement que Coco est dans les plaines de Dada pour passer son épreuve, et Tétia est choquée d'apprendre cela car il n'y a pas moyen que Coco soit prête pour ce genre d'épreuve alors qu'elle vient d'arriver hier. Cependant, Agot lui rappelle que les autres ont réussi cette épreuve avant même d'être autorisés à rejoindre l'atelier. Et elle ne trouve pas juste que Coco puisse s'entraîner à ses côtés sans fournir autant d'efforts qu'elle, surtout parce que c'est une étrangère. Même ainsi, Tétia ne pense toujours pas qu'il soit juste de mettre la vie de Coco en danger simplement parce qu'elle lui en veut, mais Agot dit que ce n'est pas si grave. Les plaines de Dada sont actuellement à leur apogée à cette période de l'année, donc même avec les chaussures volantes qu'elle a empruntées, il n'y a aucun moyen que Coco puisse atteindre le sommet. Elle suppose que Coco abandonnera bientôt quand elle réalisera que c'est impossible et retournera à l'atelier, mais elle a gravement sous-estimé la détermination de Coco car elle navigue actuellement sur l'eau dans un bateau qu'elle a trouvé, et elle a l'air d'avoir un plan. Tétia est vraiment inquiète pour Coco, mais Reisha ne semble pas trop dérangée par ce qui s'est passé, et ce n'est pas qu'elle se soucie peu de Coco, mais réalistement, elles ne peuvent rien faire jusqu'au retour de Kifrey. Pendant ce temps, Coco est toujours dans le bateau, essayant de grimper sur l'un des rochers flottants, mais malgré tous ses efforts, elle ne peut pas l'atteindre. Elle a également essayé de redessiner les seaux de vol sur les chaussures avec ce qu'il restait d'encre, mais cela n'a pas fonctionné parce que les chaussures sont toutes mouillées, donc l'encre n'arrêtait pas de baver. Juste à ce moment-là, Coco se demande si elle pourrait faire fonctionner les sorts en les dessinant directement sur ses pieds, mais juste au moment où elle s'apprêtait à essayer, elle se souvient que Kifrey a dit que dessiner des sorts sur une personne est interdit, et elle ne sait pas ce qui se passerait si elle essayait, alors elle décide de ne pas le faire. Cela dit, elle n'a absolument aucune idée de comment elle va accomplir son objectif, alors elle commence à croire qu'Agot avait raison de dire qu'elle n'est pas assez bonne pour être une sorcière. Après tout, les autres dessinent des sorts depuis qu'elles sont petites, alors que Coco n'a jamais eu ce genre d'entraînement, donc elle ne pourrait jamais espérer rivaliser avec elle. Alors que Coco est sur le point d'abandonner, elle se souvient du temps passé avec sa mère et de comment elle lui apprenait à mesurer le tissu avec de la craie, et bien qu'elle n'y ait jamais pensé beaucoup, ses compétences étaient apparemment assez bonnes pour que Kifrey la complimente à l'époque, donc elle pourrait encore réussir à faire marcher cela. Elle se rend dans la forêt pour trouver des pierres, et après avoir attaché un morceau de tissu autour de l'une d'elles, elle trempe l'extrémité dans un peu d'encre magique. Elle prend ensuite sa cape et commence à dessiner dessus avec la même précision qu'elle utiliserait pour mesurer du tissu, et après avoir passé toute la nuit à dessiner, Coco crée finalement un seau, qui devrait fonctionner, même s'il n'est pas des plus raffinés. Juste au moment où elle s'apprête à l'essayer, la petite chose blanche ressemblant à un ver d'hier se réveille, et après avoir passé toute la nuit près de Coco, elle s'est vraiment attachée à elle, alors elle décide de l'emmener. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à compléter l'anneau d'incantation, et dès qu'elle le fait, un vent fort commence à souffler dans les voiles, mais cela n'a pas l'effet que Coco espérait car, au lieu de monter,
le bateau commence à glisser sur l'eau à grande vitesse. La vitesse est si extrême que la coque du bateau se fissure sous la tension, laissant Coco suspendue par la voile pour sauver sa peau, mais heureusement, elle réussit à se stabiliser, et même si elle n'avait pas prévu cela, elle vole techniquement, donc une victoire est une victoire. Maintenant, tout ce qu'elle doit faire, c'est atteindre le sommet, alors elle incline le planeur vers le haut pour gagner de l'altitude, et une fois qu'elle a les fleurs en vue, elle tend la main pour en attraper une. Cela prend plusieurs essais car elle ne cesse de manquer sa cible, et elle manque de s'écraser plusieurs fois, mais elle finit par réussir. Pendant ce temps, de retour à l'atelier, Kifrey vient de rentrer, et il est mortifié quand il apprend que Coco a été envoyée à Dada pour l'épreuve alors qu'elle n'est pas prête. Normalement, intervenir n'est pas permis une fois que l'épreuve a commencé, mais contrairement aux autres apprenties sorcières, Coco n'a pas été entourée de magie toute sa vie comme elle, donc elle n'aurait jamais dû passer l'épreuve si tôt. Il ouvre le portail et se prépare à aller la secourir, mais à ce moment-là, Coco est déjà en train de revenir avec la fleur à la main. Ils sont tous surpris de voir que Coco va bien et a réussi l'épreuve, surtout Agot, qui s'attendait pleinement à ce qu'elle échoue misérablement. Coco s'approche directement d'Agot et lui montre la fleur, toujours convaincu qu'Agot essayait simplement de l'aider à apprendre plus vite, mais voir Coco réussir ainsi alors qu'elle ne connaît la magie que depuis un jour, surtout après qu'Agot l'ait intentionnellement poussée à l'échec, fait qu'Agot se sent comme une immense loser, alors elle s'en va sans dire un mot. Kifrey devra s'occuper de cela plus tard, mais pour l'instant, il s'approche de Coco et la prévient qu'il est incroyablement dangereux de relever des défis magiques avant d'être pleinement préparé, surtout des comme celui-ci où elle aurait très facilement pu finir morte si elle avait échoué. Il lui fait promettre de ne plus jamais faire quelque chose d'aussi imprudent, et Coco s'excuse pour cela, mais il n'est pas vraiment en colère. Il dit juste que c'était inutile car il avait déjà décidé d'accepter Coco comme son apprenti sans l'épreuve, et pour commémorer l'occasion, il lui donne l'uniforme d'apprenti qu'il a commandé, et Coco est ravie, mais ensuite son ventre commence à gargouiller car elle n'a rien mangé depuis hier, alors Tétia l'emmène à l'étage pour prendre son petit déjeuner. Maintenant que Coco est une apprentie officielle, Kifrey lui fait pratiquer les 4 sigils de base, l'eau, la terre, le feu et la lévitation. Alors que Coco est en pleine pratique, elle connecte accidentellement le cercle un peu trop tôt, ce qui donne lieu à une boule de feu incontrôlable. Coco ne sait pas quoi faire dans cette situation, alors elle commence à paniquer, mais heureusement, Tessia la sauve en déversant de l'eau sur le feu, et Coco est reconnaissante pour son aide. Maintenant que le danger a été maîtrisé, Tessia demande à Coco sur quoi elle travaillait au départ, et Coco explique qu'elle veut être capable de tracer un cercle de lévitation parfait, donc elle s'entraînait en dessinant d'abord des sigils de feu, mais ça ne s'est pas très bien passé. Kifrey s'approche pour donner une couverture à Coco afin qu'elle se sèche, et il l'avertit d'être particulièrement prudente lorsqu'elle travaille avec des sigils de feu, car sa nature informe le rend assez imprévisible en cas d'erreur, et Coco promet d'être plus prudente à l'avenir. Tessia ne comprend pas vraiment pourquoi Coco essaie encore de dessiner des sigils de lévitation, puisqu'elle les a déjà à peu près maîtrisés lorsqu'elle était sur le champ de tir, mais même si c'est vrai, elle a aussi ruiné les chaussures de vol d'Ago là-bas. Bien qu'elle ait réussi à les nettoyer, elle n'a pas pu redessiner le cercle magique de vol dessus car ses traits sont encore tout tremblotants, et elle ne peut pas les rendre à Ago tant qu'elle ne les a pas réparés. En entendant cela, Kifrey commence à se demander si la raison des traits tremblotants de Coco ne serait pas la plume qu'il lui a donnée, car il a simplement pris une plume au hasard dans sa collection pour elle, donc elle pourrait avoir plus de facilité à dessiner des sorts si elle choisit elle-même sa plume. Pour cette raison, il prévoit de l'emmener à la boutique de fournitures magiques. Plus tard, Kifrey emmène Coco et les autres filles à Calen, la ville de sorcières la plus proche de leur atelier, et une fois qu'elle touche le sol, Coco est émerveillée par le nombre de sorcières qu'il y a ici. Kifrey explique que cette ville a été construite à l'origine par des sorcières pour arrêter les énormes vers taupes qui étaient locaux à cette région, et en grandissant, de plus en plus de sorcières se sont rassemblées ici au fil du temps, transformant la ville en la cité de sorcières qu'elle voit aujourd'hui. C'est une histoire fascinante, mais Coco n'y prête aucune attention, car elle est encore trop hypnotisée pour détacher son regard des sorcières environnantes, et Ago est toujours très amère que Coco ait réussi l'examen, donc elle ne veut pas être près d'elle en ce moment et dit à Kifrey qu'elle veut s'en aller seule. Kifrey décide de la laisser partir et lui demande simplement de les retrouver à la boutique de fournitures magiques, et une fois qu'elle est partie, il se tourne vers Coco et lui demande comment les choses se passent avec Ago ces derniers temps, car à voir les choses, ce n'est pas génial. Coco dit qu'elle ne sait pas pourquoi Ago est si hostile envers elle, mais malgré tout, elle espère qu'elles pourront être amies un jour. Après cela, Kifrey commence à guider le groupe vers la boutique de fournitures magiques, mais Coco n'arrête pas d'être distraite par toutes les façons créatives dont la magie est utilisée ici, alors elle commence à prendre du retard. Tessia attire son attention et lui dit de rester avec le groupe, car elle ne voudrait pas passer la moitié de la journée à chercher Coco si elle se perdait. Coco essaie de rester concentrée, mais alors son attention est attirée par une ruelle sombre, et elle se souvient de la ruelle où on lui a donné ce livre d'images magiques, mais juste à ce moment,
Tessia l'interpelle à nouveau et lui demande de se dépêcher avant qu'elle ne soit séparée. Elles finissent par arriver à la boutique de fourniture, et la première chose que Coco remarque, c'est qu'il y a un arbre géant qui pousse au milieu du magasin, ce qui l'étonne, car elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. La réaction de Coco surprend le propriétaire du magasin, car il n'a jamais vu une apprentie s'émerveiller devant quelque chose d'aussi basique que le bois d'argent, mais Kifrey lui dit qu'il va devoir être indulgent avec Coco, car elle est encore assez nouvelle dans tout cela. En entendant cela, l'homme réalise que Coco doit être la fille dont parlent les rumeurs, celle qui est récemment devenue apprentie bien qu'elle soit une étrangère, et étant donné cela, il est logable qu'elle ne connaisse pas le bois d'argent. Coco n'a aucune idée de qui est cet homme, et elle ne sait pas comment l'appeler, alors elle ne sait que dire, mais Tessia l'informe que son nom est Nanoa, et qu'il est le propriétaire de ce magasin. Nanao continue alors en disant que lui et son petit-fils ont fabriqué tous les composants vendus dans ce magasin, et qu'il peut même extraire de l'encre à différentes concentrations si nécessaire. Coco est encore assez confuse, car elle ne savait même pas que l'encre devait être extraite à la base, alors Nanao lui propose de lui montrer comment on fait. Coco suit avec excitation Nanao en haut des escaliers, mais alors qu'elle marche, elle tombe justement sur le petit-fils de Nanao, Tartare, alors qu'il est en train de sculpter une plume, et elle est hypnotisée par son air concentré pendant qu'il travaille, mais elle sort bientôt de sa rêverie et continue de monter les escaliers. Au dernier étage, Nanoa prend une branche mourante de l'arbre en bois d'argent et la place dans un bécher pour commencer le processus d'extraction. Après quelques instants, l'eau devient noire comme du jet, et Nanao explique que le bois d'argent est généralement de couleur argent pur lorsqu'il est vivant et en bonne santé, mais qu'il devient rapidement noir à la mort, et dans cet état, il devient toxique à la fois pour les personnes et pour l'arbre lui-même. Cependant, lorsque des branches mortes comme celle-ci sont bouillies, elles libèrent un liquide appelé cruel, et après avoir extrait l'excès d'humidité du liquide, on obtient un joli bécher concentré rempli d'encre d'invocation. Kifrey explique ensuite à Coco que l'encre ordinaire et l'encre d'invocation sont deux choses très différentes. L'encre ordinaire est généralement fabriquée à partir de la suie que l'on obtient après avoir brûlé du bois, mais l'encre d'invocation est beaucoup plus puissante car elle est fabriquée à partir du cruel de l'arbre en bois d'argent, qui est essentiellement son sang vital. Ainsi, l'espèce de l'arbre en bois d'argent est incroyablement importante pour les sorcières dans leur ensemble, car ils sont utilisés pour fabriquer à la fois l'encre et les baguettes. En entendant Nanao mentionner les baguettes, Coco s'excite, et Nanao demande si c'est la raison pour laquelle elles sont venues aujourd'hui. Coco confirme qu'elle est venue chercher une nouvelle baguette, alors Nanao verse une petite bouteille d'encre et dit à Coco d'aller essayer quelques baguettes pour trouver celle qui lui convient le mieux. Les filles se dispersent alors dans le magasin pour commencer à chercher une baguette pour Coco, mais juste au moment où elle s'apprête à commencer ses recherches, elle regarde par la fenêtre et voit cette sorcière masquée qui lui a vendu le livre d'images magiques se tenir là. Dès qu'elle réalise qui il est, la sorcière s'enfuit, et elle le poursuit dans l'espoir de découvrir le nom du sort qui a cristallisé sa mère. Les autres filles essaient d'empêcher Coco de s'enfuir, mais il est déjà trop tard pour cela, et elles n'ont pas le temps d'aller chercher Kifrey, car si Coco s'enfonce trop loin dans la ville par elle-même, alors elle risque de ne jamais la retrouver. Pendant ce temps, dans la ville, Ago est occupée à faire des courses quand Coco lui rentre accidentellement dedans, mais elle ne s'arrête pas et continue de poursuivre la sorcière masquée. Peu de temps après, les autres filles apparaissent et disent à Ago qu'elles doivent aller chercher Coco tout de suite, alors Tessia l'entraîne, et même si Ago n'a aucune idée de ce qui se passe, elle décide de suivre le mouvement. Coco continue de poursuivre l'homme à travers toutes sortes de virages et de détours dans les ruelles arrière de la ville, et les filles font de leur mieux pour la suivre, ainsi que l'animal de compagnie de Coco. Mais soudain, celui-ci remarque un épais brouillard qui s'installe, alors il s'arrête, mais les filles continuent, et l'instant d'après, toutes disparaissent. Ago parvient enfin à rattraper Coco, alors elle lui attrape le bras et lui demande pourquoi elle court. Coco lui dit qu'elle poursuit l'homme qui lui a donné ce livre avec de la magie interdite, et elle essaie de le montrer à Ago, mais quand elle se retourne, il est déjà parti. Ago pense que tout cela a été une énorme perte de temps, mais quand elle se retourne pour revenir, Richie réalise que cet endroit semble très différent des ruelles habituelles de la ville. De plus, les sols et les murs sont faits d'une roche blanche qu'on ne trouve pas à Kalen, ce qui signifie qu'elles ne doivent plus être à Kalen. Tessia ne comprend pas comment cela est possible, car elle est sûre qu'elles n'ont traversé aucun portail de téléportation en chemin, et il n'y a aucun moyen qu'elles aient été téléportées hors de la ville directement. Tessia est sûre que cela doit être juste une section de la ville qu'elles n'ont jamais vue auparavant, alors elle dit qu'elle va voler pour avoir une vue d'ensemble et comprendre où elles sont, mais Ago ne pense pas que cela va aider, car elle est certaine que cet endroit n'est pas calme, et si elles ont vraiment été téléportées ici directement, alors de la magie interdite a dû être utilisée. Juste à ce moment, Tessia redescend en hurlant et dit à tout le monde qu'elles doivent sortir d'ici immédiatement. Ago lui demande de leur dire ce qu'elle a vu, mais Tessia lui dit que le problème n'est pas ce qu'elle a vu, c'est le fait que cela l'a vu, et que cela se dirige vers ici en ce moment même. Pendant ce temps, la sorcière renégate observe le groupe depuis le haut d'un mur, et il n'avait pas vraiment l'intention d'amener quelqu'un d'autre que Coco ici,
mais il va quand même continuer comme prévu et souhaiter la bienvenue à Coco dans le monde de la magie. Un instant plus tard, un grand dragon atterrit juste devant les filles, et alors que cela se produit, la sorcière renégate dit « Coco est mon seul et unique espoir ». Pendant ce temps, de retour dans la ville, Kifrey a enfin fini ses courses, alors il demande à Nanao s'il a une idée d'où les filles sont allées. Nanao dit qu'il n'est pas sûr, car il ne les a pas vues depuis un moment, et il suggère qu'elles ont peut-être dû s'ennuyer et sortir se promener, mais Kifrey ne pense pas que ce soit possible. Les filles sont également polies, il n'y a aucun moyen qu'elles quittent le magasin sans venir dire au revoir à Nanao d'abord, et Kifrey commence à avoir le sentiment que quelque chose ne va vraiment pas ici. Juste à ce moment, Tartare arrive et leur dit que s'ils cherchent les filles, il les a vues quitter le magasin en poursuivant un homme aux vêtements étranges qui se couvrait le visage avec une image d'œil. Dès que Kifrey entend cette description, il réalise que c'était la sorcière renégate, et il est maintenant vraiment inquiet car quelque chose de grave a peut-être arrivé aux filles. Pendant ce temps, au milieu de nulle part, les filles sont fixées par le dragon, et elles sont toutes paralysées par la peur. Mais Ago les sort de cet état et leur dit que la seule façon de s'en sortir est de maintenir un contact visuel direct avec le dragon tout en reculant lentement jusqu'à être hors de sa portée d'attaque. Suivant les conseils d'Ago, elles reculent toutes lentement, et une fois qu'elles sont suffisamment loin, elles font toutes demi-tour et se mettent à courir aussi vite qu'elles le peuvent, évitant de justesse la morsure du dragon. Le dragon se met alors à les poursuivre, et il se rapproche d'elles, mais Ago lance un sort de feu pour le ralentir, et pendant que le dragon est étourdi, le groupe parvient à s'échapper dans le labyrinthe. Alors qu'elle court, Coco dit à Ago que ce qu'elle vient de faire était incroyable et lui demande comment elle a dessiné ce sort si rapidement, mais Ago lui dit qu'elle ne l'a pas du tout dessiné là-bas. Elle transporte simplement un carnet rempli de sorts partiellement dessinés, donc elle n'a besoin que de connecter le cercle pour l'activer si nécessaire. Coco est fascinée par l'idée et demande à Ago de lui apprendre plus tard, mais pour cela, elles doivent d'abord survivre et sortir d'ici en un seul morceau. Malheureusement, elles tombent bientôt sur une impasse, et le dragon ne sait peut-être pas encore où elles sont, mais ce n'est qu'une question de temps si elles ne trouvent pas un moyen de sortir d'ici. Tessia commence à faire une crise de panique parce qu'elle ne veut pas mourir dans un endroit comme celui-ci, et elle n'arrive pas à croire qu'elle s'est retrouvée dans ce pétrin à cause de Coco, mais elle ne veut pas que Coco se sente mal, alors elle s'arrête avant de dire cette dernière partie à voix haute. Cependant, Coco reçoit quand même le message haut et fort, et elle ne peut même rien dire à ce sujet, car c'est vraiment de sa faute. Ago calme Tessia et lui dit qu'elles peuvent encore s'en sortir. Tout ce qu'elle a à faire est de lancer un sort de brisement de mur pour passer, mais cela va prendre du temps, alors elle demande à Tessia de faire une diversion pour lui donner du temps pendant qu'elle dessine le sort. Tessia comprend, alors elle dessine un sort de lévitation rapide et le place dans sa salopette pour la faire flotter, et après les avoir relâchés dans les airs, le dragon se met à les poursuivre, ce qui devrait leur faire gagner pas mal de temps. En levant les yeux, Coco aperçoit un cercle magique inscrit au plafond, alors elle s'approche d'Ago et lui tape sur l'épaule pour le lui montrer, mais cela fait qu'Ago rate son cercle magique, et elle est furieuse contre l'interférence de Coco. Elle lui crie dessus et lui dit « On ne touche jamais une sorcière pendant qu'elle est en train de lancer un sort ». Coco s'excuse et lui dit qu'elle n'a pas fait exprès, mais ce n'est pas assez bien pour Ago. Parce que Coco n'a pas non plus fait l'exprès de pétrifier sa mère, et pourtant, cette femme est toujours figée dans la pierre en ce moment. S'excuser ne répare pas les erreurs, alors elle dit à Coco de rester tranquille et de ne rien faire, pour qu'elle n'abîme rien d'autre. Ago n'a pas le temps de recommencer, alors elle craint qu'elle ne doive essayer de trouver un autre moyen de traverser le labyrinthe, mais heureusement, Richie dessinait aussi le même sort, et elle vient de le terminer, donc elle réussit à faire un trou dans le mur. Coco, cependant, se sent complètement inutile en ce moment. Pendant ce temps, de retour dans la ville, Kifrey et les autres cherchent partout Coco et les filles, mais elles sont introuvables, et ils n'ont pas beaucoup d'indices, car Tartare n'a réussi qu'à les apercevoir lorsqu'elles sont passées en courant. Mais juste à ce moment, l'animal de compagnie de Coco s'approche de Kifrey, et Kifrey se souvient qu'il était avec Coco quand elle a disparu, alors il lui demande s'il peut le mener jusqu'à elle. Le pinceau compagnon se met à courir dans la direction où il a vu les filles pour la dernière fois, tandis que Kifrey le suit de près, priant pour que les filles soient encore saines et sauves. Le dragon a maintenant remarqué la distraction de Tessia et il est revenu à poursuivre les filles. Mais malheureusement, elles n'ont pas beaucoup progressé dans leur tentative de fuite, car elles sont revenues exactement à leur point de départ. Elles n'ont plus beaucoup d'options désormais, puisque le dragon pourrait les trouver si elles continuent à courir, alors Ago suggère qu'elles trouvent un endroit pour se faire discrète et se cacher un moment. Elles finissent toutes par se retrouver sous un passage supérieur, et Tessia panique complètement à l'idée de vraiment mourir ici. Coco essaie de la réconforter un peu, mais il n'y a vraiment pas grand-chose de positif à voir quand on est traqué par un dragon, c'est pourquoi Coco fait la meilleure chose qui lui vienne à l'esprit et donne sa cape à Tessia. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais Coco se sent toujours plus confiante quand elle la porte, car quelle que soit sa peur, cela lui rappelle qu'au moins, elle ressemble à une sorcière à l'extérieur. C'est pour cela qu'elle veut que Tessia l'ait, si cela l'aide à se calmer ne serait-ce qu'un peu,
alors au moins Coco n'aurait pas été complètement inutile. En entendant Coco dire cela d'elle-même, Tessia se sent très mal, alors elle active l'un de ses sorts, qui forme une boule duveteuse autour d'elle et de Coco. À l'intérieur, elle s'excuse auprès de Coco de lui faire sentir que tout est de sa faute. Coco lui dit qu'elle n'a pas à s'excuser, puisque c'est vraiment de sa faute, mais malgré tout, Tessia déteste le fait d'avoir déchargé sa peur sur Coco alors qu'elle est censée être celle qui la protège, car elle a plus d'expérience. Coco ne veut pas que Tessia se sente mal, alors elle lui dit qu'elle et les autres ont fait un excellent travail pour la protéger. Elle fait également remarquer que cette boule duveteuse est super confortable, alors elle demande à Tessia quel sort c'est. Tessia explique que c'est l'une de ses créations personnelles, et qu'elle a eu cette idée car quand elle était plus jeune, elle rêvait de dormir sur les nuages, alors elle voulait réaliser ce rêve. Certes, le sort a encore quelques défauts à corriger, donc il n'est pas encore terminé, mais elle espère un jour le soumettre pour approbation comme sort d'usage général. Ce n'est peut-être pas le sort le plus utile qui soit, mais c'est son rêve, et le rêve de Coco est de devenir une sorcière et de sauver sa mère. Tessia lui dit qu'aucune d'elles ne doit abandonner avant d'avoir réussi. Juste à ce moment, Ago passe la tête. Elle a entendu toute la conversation, alors elle dit à Tessia qu'il n'y a rien de mal à poursuivre ses rêves, mais si elle veut vraiment créer la sensation de dormir sur un nuage, alors elle va devoir le faire avec quelque chose de plus solide comme du coton au lieu de vrais nuages. Tessia dit que cela gâcherait tout l'intérêt, car ce serait juste un matelas ordinaire à ce stade. Mis à part le sort de Tessia, Ago leur dit qu'elles ont un sort plus problématique dont s'inquiéter, car il semble qu'un sort de boucle ait été jeté sur cet endroit, les empêchant de partir, peu importe la distance qu'elles parcourent. Si elles veulent sortir d'ici, elles vont d'abord devoir trouver et détruire ce seau, mais Ago n'a pas la moindre idée d'où commencer à chercher. Juste alors, Coco prend la parole et dit qu'elle a effectivement vu un seau magique sur le toit il y a un moment. Après que les autres regardent également, elles pensent toutes que ce doit être le seau qui les maintient prisonnières ici, mais avec le dragon qui le garde, elles vont devoir trouver un moyen de s'en débarrasser d'abord. Ago commence à préparer quelques sorts de feu supplémentaires pour combattre le dragon, mais avant qu'elle ne le fasse, Coco l'arrête car elle ne pense pas que cela fonctionnera. Le sort de feu qu'Ago a utilisé avant a certainement ralenti le dragon, mais il ne lui a pas fait beaucoup de dégâts réels, et Ago doit admettre que Coco a raison, car les dragons sont naturellement résistants au feu. Elle demande alors à Coco si elle a des idées sur le type de sort à utiliser à la place pour le vaincre, mais Coco pense qu'affronter le dragon serait trop risqué, c'est pourquoi elle a un plan différent en tête. Elle dessine un schéma sur le mur pour leur montrer son plan. Essentiellement, elle veut utiliser le sort de Tessia pour distraire le dragon afin qu'elle puisse atteindre le seau magique là-haut. Après tout, dans un endroit froid comme celui-ci, un reptile comme le dragon voudra forcément aller quelque part de chaud. Ago n'aime pas le fait que le plan consiste essentiellement à essayer d'endormir le dragon, mais aussi stupide que cela puisse paraître, c'est techniquement possible, et Tessia et Richie sont déjà d'accord. La raison pour laquelle Coco a imaginé ce plan, c'est parce que Kifrey lui a dit que la magie est quelque chose qui est censé rendre tout le monde heureux, et si cela fonctionne, alors personne n'a besoin d'être blessé. Cette philosophie résonne en Ago. Elle n'a pas non plus d'autres idées en tête, alors Tessia et Richie lui demandent son aide car elles ont bien plus de chances de réussir si elles travaillent ensemble. Ainsi, Ago accepte à contre-cœur de travailler sur le plan de Coco avec les autres, et Coco est vraiment heureuse de l'entendre. La première étape du plan est de rendre les nuages de Tessia assez solides pour s'allonger dessus, mais dans ce cas, l'utilisateur va être un dragon, donc elles ont du mal à trouver de quoi les fabriquer. Tessia envisage d'utiliser du papier déchiqueté, mais elles n'ont que 4 petits bloc-notes avec elles, alors Coco et Richie suggèrent qu'elles pourraient utiliser leurs vêtements ou leurs cheveux. Ago leur dit qu'aucune de ces options ne fonctionnerait, car ce n'est pas du tout suffisant pour un dragon, et même si ça l'était, voudraient-elles vraiment sacrifier leurs vêtements et leurs cheveux pour ça? Elle réalise qu'Ago a raison, alors elle commence à penser à d'autres matériaux à utiliser, et finalement, Ago a l'idée d'utiliser du sable. Quand Richie a dessiné le sort brise-mur, cela a transformé les matériaux du mur en sable fin, et le sable fin est assez doux quand on s'allonge dessus, donc cela devrait fonctionner. Ago commence à travailler sur un seau pour rendre le sable aussi fin que possible, et une fois terminé, elle le montre à Tessia afin qu'elle puisse commencer à créer des copies. Coco est surprise de la rapidité avec laquelle Richie lance ses sorts, mais les petits seaux sont sa spécialité. Pendant que Richie est occupé, Ago demande à Tessia de trouver un sort pour rassembler autant de sable que possible au centre de la place, et Ago prévoit de travailler sur un sort pour tout maintenir contenu. Alors qu'elle s'éloigne pour commencer, Coco l'appelle et lui demande s'il y a quelque chose pour elle à faire. Bien qu'Ago trouve le plan de Coco bon, les compétences de dessin de sort de Coco ne sont pas encore assez bonnes pour qu'on lui confie un sort sous haute pression, alors, pour éviter tout accident malheureux, Ago lui dit de rester tranquille pour l'instant. Coco décide d'écouter Ago et s'assoit simplement dans un coin pendant que les autres travaillent, mais un peu plus tard, elle s'ennuie et ramasse l'un des sorts jetables d'Ago. Quand elle le regarde, elle est émerveillée par la perfection du cercle d'Ago. Elle veut vraiment découvrir comment Ago fait,
alors elle s'approche lentement, en veillant à rester assez loin pour ne pas perturber le sort d'Ago. Une fois qu'elle a une vue dégagée, elle voit qu'Ago utilise une technique spéciale pour dessiner son cercle. Elle trace d'abord le cercle dans l'air, puis elle suit cette ligne en un seul mouvement fluide, et les autres semblent faire la même chose. Coco n'avait jamais vraiment réfléchi à la façon dont elle dessinait ses cercles auparavant, alors elle veut essayer et sort son stylo pour s'entraîner, ce qui, compte tenu du nombre d'erreurs qu'elle a commises jusqu'à présent, n'est peut-être pas la meilleure idée. Heureusement, rien ne se passe mal, mais plus tard dans la nuit, aucune des autres n'a réussi à trouver de bonnes idées de sort pour créer un coussin à partir du sable. À une si grande échelle, un sort de compression rendrait le sable trop dur, mais un seau à air comme celui utilisé par Tessia ne serait pas assez solide pour supporter le poids du dragon, donc elles sont toutes complètement bloquées. Juste à ce moment, elle remarque une lumière venant de cette direction, et c'est alors qu'elle voit que Coco vient de créer une boule de feu. Ago est un peu confuse et demande à Coco pourquoi elle lance une boule de feu à un moment pareil, mais Tessia et Rishi, en revanche, sont toutes deux émerveillées, car c'est la première fois qu'un des sorts de boule de feu de Coco reste stable aussi longtemps, alors elle se précipite pour la féliciter et lui demander comment elle a fait. Coco dit qu'elle a juste regardé comment les autres dessinaient leur cercle et qu'elle a décidé de s'entraîner, même si elle a dû faire beaucoup d'essais avant d'y parvenir. Ago n'est pas vraiment impressionnée, car n'importe qui peut apprendre à dessiner un sort correct avec assez de répétitions, mais la mention de la répétition lui donne une idée. Si elles ne peuvent pas utiliser un seul sort pour stabiliser le coussin de sable, alors peut-être qu'elles peuvent utiliser une répétition de plusieurs sorts pour y parvenir. Elles passent les heures suivantes à coordonner les sorts qu'elles utiliseront dans le plan d'attaque, et quand il est temps d'agir, elles se divisent en équipes. Coco et Tessia partent d'un côté du labyrinthe, et Ago et Rishi se dirigent vers l'autre côté. Une fois arrivées à leurs emplacements désignés, elles commencent à dessiner les différents sorts brise-murs nécessaires pour créer le sable, ainsi que le sort de stabilisation. Quand Coco et Tessia ont fini, elles donnent le signal à Ago et Rishi pour leur faire savoir qu'elles sont prêtes à compléter les cercles. Les deux groupes tracent alors la ligne finale, ce qui provoque une énorme explosion alors que les sols se transforment en sable. En courant vers la sécurité, elles complètent progressivement les cercles des autres sorts dessinés en chemin jusqu'à ce qu'il y ait un énorme nuage de sable au milieu du labyrinthe. Le plan se déroule parfaitement, et quand le dragon remarque le nuage, tout le monde s'est déjà éloigné à une distance sûre, alors elle regarde avec impatience pour voir si le sort tiendra. L'idée d'Ago était de stabiliser le nuage en utilisant un sort qui essaiera constamment de le ramener à son état d'origine, en répétant ce sort encore et encore, même si le poids du dragon doit déplacer le sable, le sort de restauration s'opposera au changement et maintiendra sa forme de nuage. Ainsi, le lit du dragon était terminé, et dès que le dragon s'allonge dessus, il s'endort immédiatement. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer furtivement devant le dragon et à atteindre le seau de lancement avant qu'il ne se réveille. Elles finissent par arriver au seau, mais elles n'ont aucune idée de ce que fait ce sort, car elles n'ont jamais rien vu de tel auparavant. Cela dit, c'est certainement ce qui les maintient piégées ici, donc elles devraient pouvoir partir une fois qu'elles l'auront brisé. Pendant ce temps, à Kalen, Kifrey arrive dans la ruelle où Coco et les autres ont disparu, mais il ne trouve aucun signe d'elle. Juste alors, Tartare le rejoint également, et il est un peu confus, car il aurait juré que cette ruelle avait autrefois un pavage qui la traversait, mais maintenant ce n'est que de la terre. Après l'avoir entendu dire cela, Kifrey inspecte immédiatement les pierres de pavage brisées à proximité, et effectivement, il y a des seaux de lancement dessus. Mais au moment où il en soulève une, elle s'active soudainement et le repousse ainsi que Tartare. La raison pour laquelle le sort s'est activé est que, de l'autre côté, Tessia avait brisé le cercle, ainsi, le seau spatial qui maintenait cet endroit cohérent se désagrège et aspire tout. Le bon côté, c'est qu'il y a désormais une ouverture vers le monde extérieur, donc elle devrait pouvoir s'échapper maintenant. Mais malheureusement, toute cette agitation a aussi réveillé le dragon, et il n'est pas content. Il frappe la tour avec sa queue, faisant tomber Ago. Comme elle n'a pas ses chaussures de vol en ce moment, une chute de cette hauteur la tuerait certainement si le dragon ne l'attrape pas d'abord. Heureusement, Kifrey arrive juste à temps et la sauve. Après être remonté, il sort un sort et procède à absorber toute l'eau des nuages dans le ciel, les transformant en un énorme dragon d'eau, qu'il utilise pour abattre le dragon et l'assommer. À la fin de tout cela, Ago, Tessia et Rishi sont toutes saines et sauves avec Kifrey, mais Coco est introuvable, et c'est parce que le renégat l'a eu en premier. Elle est actuellement inconsciente, mais il lui dit combien il est heureux que la graine qu'il a plantée toutes ces années ait enfin pris racine, et il est content que son petit test l'ait aidé à grandir en tant qu'utilisatrice de magie, alors il va lui offrir un petit cadeau sous forme de connaissances que Kifrey ne lui apprendrait jamais. Au moment où Coco ouvre les yeux, elle est de retour à Calan avec Kifrey et les autres penchés sur elle. Ils lui disent qu'elle a été trouvée inconsciente sur les escaliers de la tour, et Kifrey lui demande si le chapeau à large bord lui a fait quoi que ce soit. Mais Coco ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé là-bas, donc elle ne peut pas vraiment dire. Quelques instants plus tard, Nanao arrive, et il est heureux de voir que les filles sont toutes saines et sauves. Mais Kifrey lui dit qu'il a une faveur à lui demander.
Il lui montre les seaux de lancement que le chapeau à large bord a créés, et il demande à Nanao de rechercher quel type d'encre a été utilisé. Nanao promet de découvrir la vérité, mais Kifré ajoute une autre condition et lui demande de ne pas signaler cela au chevalier. Cela prend Nanao au dépourvu, car c'est leur devoir en tant que sorcière de signaler toute instance de magie interdite. Mais Kifré lui lance un regard froid et lui demande de garder le secret. De toute évidence, Nanao a plus peur de Kifré que des chevaliers, alors il accepte de se taire, mais il a le pressentiment que cela ne finira pas bien. Après que tout le monde est rentré chez soi, la vie reprend son cours normal, et Coco continue de s'entraîner à lancer ses sorts, même si Ago est très agacé par le bruit que fait Coco. Cela dit, un dieu a commencé à respecter un peu les efforts de Coco, alors au lieu de lui crier dessus comme elle le ferait habituellement, Ago décide de quitter la pièce pour aller s'entraîner ailleurs. Elle se rend dans la plaine et se tient sur une corniche, les yeux fermés, pour s'entraîner à dessiner un sort de lumière. Elle parvient à activer le sort, mais elle n'est pas particulièrement satisfaite du résultat car le pilier de lumière est faible et instable. Elle a donc encore beaucoup de travail avant de pouvoir dessiner des sorts aussi facilement que Kifré. Quant au progrès de Coco, elle est très frustrée car toutes ses lignes sont tremblotantes puisqu'elle n'a jamais eu la chance de choisir une plume pour elle-même et pour Colin. Elle arrive à tracer des lignes droites avec la pierre à pigment grâce à toute son expertise en tissu, mais la pierre est trop grande pour les petits morceaux de papier. Elle est également déçue d'elle-même de n'avoir pas pu lancer un seul sort utile lorsqu'ils sont tombés dans le piège, mais elle est déterminée à continuer d'essayer jusqu'à ce qu'elle apprenne à utiliser la plume, ou du moins c'est ce qu'elle aimerait dire. Cependant, elle est bien trop fatiguée pour le moment, alors elle s'apprête à s'allonger pour faire une petite sieste, mais soudain, Kifré apparaît et la prévient qu'elle va attraper froid si elle dort ici. Coco est surprise car elle n'avait aucune idée qu'il était là, et elle lui dit qu'elle n'avait pas l'intention de s'endormir, mais elle a clairement l'air fatiguée. Elle confie à Kifré qu'elle craint de ne jamais réussir l'examen de la tour des tomes à ce rythme parce qu'elle n'a fait aucun progrès récemment, et Kifré voit qu'elle est très contrariée. Pour la réconforter, il lui demande de venir avec lui un petit moment. Kifré emmène Coco dans la cuisine et sort un pot de ragoût qu'il a préparé, qu'il comptait utiliser, et demande à Coco d'y goûter. Coco goûte le ragoût et adore, mais Kifré lui dit qu'il a préparé ce ragoût il y a 2 ans, et Coco commence à paniquer un peu. Il la rassure, le ragoût est parfaitement comestible car le pot est doté d'un sort de rafraîchissement qui maintient le ragoût dans l'état où il était le jour de sa préparation. Il doit cependant redessiner le sort de temps en temps pour éviter que les effets ne s'estompent. Il sort ensuite un tas d'igname kappa et demande à Coco si elle aimerait essayer d'en cuire une au four puisqu'elle a récemment appris le sort de boule de feu. Coco est ravie de relever le défi. Elle se met au travail et commence à dessiner pendant que Kifré prépare le dîner. Au bout d'un moment, Coco parvient à assembler un sort de boule de feu parfait, mais quand elle essaie de placer l'igname dessus pour la cuire, l'igname tombe directement dans le sort et éteint le feu. Elle ne comprend pas pourquoi cela n'a pas fonctionné, alors Kifré explique que les ignames sont assez lourdes et nécessitent un sort de lévitation pour les maintenir en suspension au-dessus de la flamme. Coco décide d'essayer, mais après avoir effectué les modifications, elle réalise qu'elle a trop forcé sur la lévitation car l'igname est maintenant loin du feu. Elle essaie plusieurs variantes, dont une qui crée accidentellement un pilier de feu qui réduit l'igname en cendres, mais Kifré l'encourage à continuer d'essayer jusqu'à ce qu'elle réussisse. Finalement, Coco parvient à réaliser le sort de boule de feu parfait et, après avoir laissé cuire l'igname un moment, elle la sort avec des pinces et dit à Kifré qu'elle a terminé sa mission. Kifré la félicite pour son excellent travail, et le fait de réussir quelque chose semble avoir remonté le moral de Coco, comme il l'avait espéré. Kifré lui raconte une petite histoire sur ce que c'était pour lui quand il apprenait encore la magie. Le premier type de magie qu'il a maîtrisé était la magie de l'eau, surtout parce qu'il ne savait pas nager et détestait être mouillé, donc il voulait trouver un moyen d'utiliser la magie pour éviter de faire lui-même les corvées de lessive. Il dit à Coco que lorsque l'on essaie de développer un sort, la paresse est une bonne motivation si elle est appliquée correctement. Il lui conseille donc d'essayer de trouver des moyens d'appliquer la magie dans sa vie quotidienne pour se faciliter la tâche, et progressivement, elle commencera à en avoir l'habitude après avoir créé suffisamment de sorts. Quelques instants plus tard, Tessia et Richie entrent toutes deux dans la cuisine car elles ont senti que Kifré cuisinait, et elles ne peuvent plus attendre le déjeuner, alors elles demandent si elles peuvent aider. Quelques minutes plus tard, avec quelques touches finales du sort de feu de Coco, la nourriture est enfin prête. Avant que tous ne se mettent à manger, Coco suggère qu'ils pourraient manger dehors aujourd'hui vu le beau temps, et Kifré aime l'idée car cela faisait un moment qu'il n'avait pas fait de pique-nique. Il va donc préparer les autres choses nécessaires, et Coco va appeler Ago pour lui demander si elle veut se joindre à eux pour un pique-nique. Ago dit qu'elle prévoyait de travailler en mangeant, donc elle va laisser tomber leur petite sortie. De plus, elle leur annonce que le temps dehors est en réalité terrible en ce moment. Coco et les autres n'avaient aucune idée qu'il s'était mis à pleuvoir, et elles sont déçues que leur plan de pique-nique soit tombé à l'eau, mais Kifré ne comprend pas pourquoi elles ont l'air si contrariées car elles ont littéralement la magie pour résoudre ce problème précis. Après avoir vu cela, les filles sont à nouveau excitées car le pique-nique est de retour.
Elles sortent toutes ensemble sous le sort de parapluie de Kifray, et après avoir trouvé un bon endroit pour s'installer, elles commencent toutes à manger, et elles passent un très bon moment dans l'ensemble. Cependant, Coco pense que ce serait encore mieux si Ago partageait ce plaisir avec elle, alors après que la pluie s'arrête, elle décide d'aller appeler Ago pour qu'elle les rejoigne dehors. Mais quand elle retourne enfin à l'atelier, au lieu d'Ago, un homme étrange lui ouvre la porte, et il semble de mauvaise humeur. Coco est surprise et un peu effrayée, mais heureusement Kifray est juste derrière elle, alors elle court vers lui. Kifray semble reconnaître l'homme et s'excuse de ne pas avoir été là pour accueillir Arugio, et quand Arugio demande qui est Coco, elle lui dit qu'elle est l'apprentie de Kifray, mais Arugio ne semble pas heureux de l'apprendre. Il demande pourquoi Kifray est allé accepter une apprentie dans son dos pendant qu'il était absent, mais Kifray dit qu'il a une explication parfaitement valable pour tout cela. Il explique à Arugio que le cas de Coco est plutôt spécial car elle a été victime de magie interdite, mais dès qu'Arugio entend cela, il coupe Kifray et attrape Coco avant de s'éloigner. Kifray lui demande ce qu'il fait, et Arugio dit qu'il ne veut rien avoir à faire avec les Brincap, donc il va remettre Coco au chevalier pour qu'il s'en occupe à sa place. Cependant, Kifray n'a aucune intention de laisser faire cela, il arrête immédiatement de parler et dessine un sort d'eau qui bloque le chemin d'Arugio et lui dit de relâcher Coco parce qu'il ne veut pas que les chevaliers soient au courant de quoi que ce soit, et il est prêt à tout pour l'en empêcher. C'est une menace qu'Arugio ne prend pas à la légère car il sait de quoi Kifray est capable, alors il s'arrête, et Kifray suggère qu'il devrait discuter de tout cela à l'intérieur. Une fois tout le monde à l'intérieur, Kifray explique tout ce qui s'est passé avant qu'il n'accepte Coco comme apprenti, et comme c'est la première fois que Coco le rencontre, Kifray lui explique qu'Arugio est l'œil vigilant de l'atelier. En gros, c'est un inspecteur envoyé dans les ateliers ruraux pour s'assurer que toutes les règles de la société magique sont respectées, et en ce moment, Kifray enfreint l'une des plus grandes règles. Kifray se défend en expliquant que s'il avait effacé la mémoire de Coco comme il était censé le faire, il aurait perdu toutes les pistes sur les activités des Brincap, mais Arugio rappelle à Kifray que ce n'est pas leur travail d'enquêter sur les Brincap, c'est censé être le travail des chevaliers moraux. Arugio croit fermement que Kifray devrait les laisser s'en occuper, mais Kifray n'a aucune intention de reculer là-dessus. Coco est très confuse car elle ne sait pas ce que sont les chevaliers moraux, alors Kifray décide de lui faire un bref résumé. Les chevaliers moraux représentent l'ordre de la magie morale chez les sorcières, donc ils contrôlent essentiellement toute magie jugée interdite. Si quelqu'un est surpris à avoir pratiqué la magie interdite, il est capturé et sa mémoire est effacée pour garantir que le contenu de la magie interdite reste secret. Ils sont connus pour ne faire aucune exception, donc si Coco leur était remise, ils effaceraient sans aucun doute tous ses souvenirs de magie, y compris son amour pour celle-ci. Cela effraie Coco, mais Kifray lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter car il sait qu'elle est une bonne fille, et si la grande salle veut effacer sa mémoire, alors ils devront aussi effacer la sienne. Voyant à quel point Kifray est sérieux à ce sujet, Arugio cède et lui dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut pour l'instant, mais il prévient Kifray que si quelque chose tourne mal à cause de sa décision, il le dénoncera promptement. Maintenant que tout cela est réglé, Kifray dit aux filles d'aller se laver et de se préparer pour le lit. Après que Coco a fini son bain, elle s'apprête à aller se coucher et commence à chercher son compagnon Brosse pour l'emmener au lit avec elle, mais, à son horreur, elle voit son animal de compagnie courir directement dans la chambre d'Arugio. Elle doit récupérer son compagnon Brosse, alors elle s'approche nerveusement de la porte et s'apprête à frapper, mais elle voit alors un panneau sur la porte qui dit « Quiconque frappe à cette porte sera maudit ». Étant donné qu'Arugio est aussi une sorcière, elle prend cet avertissement très au sérieux, alors elle décide d'entrer sans frapper. Elle entre dans la pièce et fait de son mieux pour être silencieuse en cherchant compagnon Brosse, mais elle éternue accidentellement, alertant Arugio de sa présence. Coco tente frénétiquement de s'excuser d'être entrée dans sa chambre sans permission, mais Arugio semble plus agacé qu'en colère. Il devine déjà ce qui lui est passé par la tête en entrant, alors il lui dit que le panneau sur la porte n'est pas une véritable malédiction, il voulait juste empêcher les gens d'entrer dans sa chambre. Il a aussi trouvé le compagnon Brosse il y a une minute, alors il le rend à Coco, et comme Coco est encore mouillée après son bain, Arugio utilise l'un de ses anneaux magiques pour la sécher. Coco est émerveillée car elle ne savait pas qu'il était possible de fabriquer de tels anneaux, mais Arugio en a toute une série avec différents sorts gravés, et il ne voudrait pas qu'elle attrape froid sous sa surveillance. Il lui dit ensuite de partir car il veut se rendormir, mais à ce moment-là, Coco pousse un cri d'excitation et se penche parce que les carreaux ici ont de la magie lumineuse intégrée. Elle dit à Arugio que c'est le premier sort qu'elle ait jamais vu, et c'est ce qui lui a fait aimer la magie en premier lieu, et il se trouve que le chemin de pierre lumineuse était la création originale d'Arugio. Cela fonctionne en superposant une pierre sur une autre, et en appliquant une pression en marchant dessus, l'anneau et le sigle se chevauchent pour activer le sort. Il lui dit que ce n'est pas si impressionnant puisque n'importe qui pourrait le faire, mais Coco aime encore plus ce sort par-dessus tout car ce fut sa première expérience avec la magie, et même si elle ne pouvait pas utiliser la magie à ce moment-là, cela lui a quand même permis de rêver, donc elle est très reconnaissante envers Arugio.
Arugio ne pensait pas que son sort de pierre lumineuse pouvait avoir un impact aussi profond sur quelqu'un, et voir une telle joie pure sur le visage de Coco commence vraiment à lui tirer les cordes du cœur, mais il pense toujours que Coco est vouée à attirer les ennuis, alors il la chasse de sa chambre et lui dit d'aller déjà se coucher. Le lendemain, il pleut encore, et Ago a du mal à se concentrer à cause du bruit, mais malgré tout, elle a tout de même réussi à faire des progrès décents dans son dessin de sort à l'aveugle car la lumière est maintenant plus stable. À ce rythme, elle est sûre qu'elle pourra bientôt réussir son prochain examen, et après cela, elle sera autorisée à participer à des missions extérieures. Juste à ce moment, elle entend un grand bruit à la porte d'entrée, elle va donc voir, et elle trouve un homme paniqué suppliant Kifré de l'aider. Il dit que son fils a été pris dans une inondation près du pont, et qu'il est trop dangereux pour quiconque de s'en approcher sans être emporté. Kifré accepte d'aider et dit à l'homme qu'il partira immédiatement, il s'apprête à dire aux filles d'attendre ici parce que c'est trop dangereux pour elle, mais Ago dit qu'elle veut l'accompagner et jure qu'elle se rendra utile. Kifré essaie d'expliquer à Ago que ce n'est pas si simple car il y aura beaucoup d'autres personnes présentes qui ne sont pas des sorcières, et qu'elle n'a même pas passé le test pour s'assurer qu'elle s'est lancé des sorts devant elle sans révéler les secrets de la magie. Cependant, Ago l'interrompt et lui dit qu'elle s'est entraînée seule pendant des lustres, et que son travail en tant que mentor est de lui trouver des opportunités pour acquérir de l'expérience. Kifré comprend cela, mais il pense tout de même qu'il est un peu trop tôt pour emmener Ago en mission avec lui. Mais Arugio intervient et dit à Kifré qu'il va y aller et suivre le type jusqu'au site de l'accident pour pouvoir installer un portail, et il dit qu'il veut emmener Ago comme aide, ce qui la rend très excitée, alors elle part en courant chercher son chapeau et son manteau. Kifré est sur le point de protester, mais les autres filles disent qu'elles veulent aussi venir, et Arugio lui dit qu'il doit arrêter de s'inquiéter autant car il y a des choses que les filles n'apprendront jamais sans acquérir une expérience concrète de la vie réelle. Kifré comprend cela, mais il s'inquiète toujours pour elle, surtout pour Ago, car elle a tendance à se concentrer davantage sur les frustrations des choses qu'elle ne peut pas faire plutôt que de célébrer ce qu'elle peut faire, et si elle n'y prend pas garde, son empressement à grandir pourrait un jour la pousser à faire un faux pas. Un peu plus tard, Arugio et Ago partent à cheval pour suivre l'homme jusqu'au site de l'accident, et en chemin, Arugio dit à Ago de faire attention à ne pas laisser tomber ses affaires car le sol par ici est très instable. Ils arrivent finalement sur le site du pont effondré, et la situation est aussi grave que l'homme l'avait décrite car la voiture est sur le point d'être emportée. Les gens sont soulagés de voir que les sorcières sont enfin arrivées, et après avoir évalué la situation, Arugio prend ses portails, les installe, puis tend à Ago les anneaux magiques de son sortilège de séchage avant de lui demander d'aller aider les gens à se sécher. Ago est un peu déçue et demande si c'est tout ce qu'il attend d'elle car elle s'attendait à plus, mais Arugio lui rappelle que même les petites tâches sont importantes, et que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire pour elle ici. Il y aura beaucoup de meilleures opportunités pour qu'elle s'investisse à l'avenir, mais pour l'instant, c'est la meilleure façon pour elle d'être utile. Cependant, alors qu'Arugio énonçait simplement les faits, Ago a fini par prendre cela comme s'il la traitait comme une enfant ignorante, et elle ne supporte pas cela parce qu'elle a tellement travaillé dur pour prouver qu'elle est une sorcière digne de ce nom, mais elle ne peut pas faire ses preuves si on ne lui en donne pas l'occasion. Après qu'Arugio a fini d'installer le portail, Kifré et les autres peuvent passer, et ils se mettent immédiatement au travail. Arugio vole jusqu'à la voiture pour sécuriser les enfants piégés à l'intérieur, et Kifré vole un peu en avant de sortir une épée magique et de la planter dans le lit de la rivière pour arrêter le flux de l'eau autour de la voiture. Cela semble très impressionnant, mais même si l'épée arrête le débit de l'eau, Kifré doit tout de même fournir un effort considérable pour la maintenir centrée contre le courant. Il dit donc à Arugio de se dépêcher avec l'évacuation. Arugio parvient à sortir les 2 premiers enfants sans problème, il revient chercher le dernier, et une fois que cet enfant est sauvé, Kifré peut enfin retirer l'épée et fendre la rivière déchaînée, créant ainsi un brise-lames pour ralentir le courant à une vitesse relativement sûre. Heureusement, tout le monde a réussi à s'en sortir indemne, et l'homme qui a appelé à l'aide est extrêmement soulagé de voir que son fils va bien. Custou s'excuse d'avoir causé tant de problèmes et explique qu'il essayait juste de protéger les produits de Dagda, mais Dagda dit que rien de tout cela n'a d'importance à ses yeux tant qu'il va bien. Il se tourne ensuite vers Kifré et Arugio et les remercie tous les deux pour leur aide, et Kifré dit que cela n'a posé aucun problème. Il mentionne également que ses apprentis ont apporté des médicaments, donc si quelqu'un ici est blessé, elles pourront le soigner, mais il se retourne et voit que toutes les filles sont près des arbres, en train de contempler avec stupeur l'épée magique de Kifré. Coco demande à Kifré ce que c'est, alors il explique que cela s'appelle le fendeur de pluie, et que des dizaines de petits sorts d'eau sont inscrits sur sa lame, ce qui lui permet de fendre facilement un petit lac en deux. Les filles trouvent cela incroyable, et Tessia demande à Kifré si elle peut la tenir un moment, mais il refuse et dit que cette chose est bien trop dangereuse pour que des enfants la manipulent, du moins pas avant d'avoir reçu une formation appropriée. Juste à ce moment-là, Arugio dit à Kifré qu'il prévoit de remonter le courant pour voir si quelqu'un est en difficulté là-bas, et dans ce cas, Kifré dit qu'il descendra le courant, il demande donc à Tessia de l'accompagner, et Arugio prend Roshi pendant qu'on demande à Coco et Ago de rester pour aider à soigner les blessés.
Coco est plus qu'heureuse de le faire, mais Ago ne semble pas très heureuse d'être laissée seule avec Coco. Coco devine qu'Ago lui en veut pour une raison ou une autre, et elle suppose que c'est parce qu'elle n'a pas encore réparé et rendu ses chaussures de vol, alors elle prévoit de le faire dès que possible. Les gens s'affairent à récupérer les marchandises qui n'ont pas été emportées par l'inondation, et Cousteau a fait l'erreur absolument idiote de grimper dans une brèche créée par l'eau dans la falaise pour aller récupérer une boîte qu'il a aperçue en bas, oubliant complètement que cette brèche n'existe que parce que l'eau a érodé la falaise, ce qui signifie qu'elle est extrêmement instable en ce moment. Cependant, avant que Dagda n'ait pu convaincre Cousteau de remonter, l'inévitable s'est produit et la falaise s'est effondrée, déversant des tonnes de débris sur Cousteau. Dagda est anéanti par ce qui vient d'arriver et tente désespérément de descendre pour essayer de sauver Cousteau, mais Ago l'en empêche car c'est trop dangereux. Juste à ce moment, Ago aperçoit le chapeau de Coco au fond du fossé, et pendant une seconde, elle craint que Coco n'ait été enterrée vivante sous l'éboulement, mais heureusement, elle a réussi à s'extirper sur le bord de l'eau. Cependant, Cousteau a moins de chance car un énorme rocher l'écrase, et Coco n'est pas en état de l'aider pour le moment. Dagda ne sait plus quoi faire dans cette situation, alors il supplie Ago de sauver Cousteau car elle est son seul espoir. Ago réfléchit un instant à la situation et y voit l'excuse parfaite pour faire enfin quelque chose d'important. Kifrey et Arugio sont tous deux absents pour le moment, et elle n'a pas ses chaussures de vol, donc aucun moyen d'aller les appeler. En plus de la situation de Cousteau, Coco est également en danger, elle a donc toutes les justifications nécessaires pour utiliser la magie dans ces circonstances. Cependant, lorsqu'elle accepte d'aider, les gens commencent à se rassembler autour d'elle en lui demandant comment elle va sauver Cousteau, et toute cette attention soudaine fait ressurgir le SSPT d'Ago lié au fait d'être scruté par ses anciens professeurs. Ce qui lui fait le plus mal, c'est le souvenir de sa mère l'ayant pratiquement bannie de la famille parce qu'elle n'était pas assez talentueuse pour être à la hauteur de ses attentes. Juste à ce moment, la voix de Coco l'aplatit Ago de ses pensées. Coco lui demande s'il y a quelque chose qu'elle peut faire d'en bas pour aider, car elle veut vraiment sauver Cousteau. Entendre Coco montrer autant de considération sincère pour Cousteau rappelle à Ago ce qu'Arugio a dit à propos de ne pas être trop impatiente. Elle n'avait vu dans cette situation qu'une opportunité de faire ses preuves, mais il s'agit d'une question de vie ou de mort, et sa priorité absolue devrait être de s'assurer que Cousteau survive. Elle appelle Coco et lui demande de lui faire un rapport complet sur sa situation actuelle. Coco explique qu'elle n'est pas blessée et que le courant ici n'est pas dangereux, donc elle ne risque pas d'être emportée immédiatement. La boule empêche de se hisser, donc elle est coincée ici. Quant à Cousteau, il est actuellement inconscient, et à en juger par l'apparence, sa jambe a dû être réduite en poudre car le rocher qui le maintient est absolument massif. Aucun des adultes ne serait assez fort pour le soulever seul, donc la seule façon de sauver Cousteau est la magie, mais malheureusement, le sac de Coco a été trempé dans l'eau, donc tous ses outils de dessin ont été ruinés, et Ago n'est pas autorisée à laisser des gens ordinaires la voir dessiner des sorts, donc elle ne peut rien faire tant qu'ils sont là. Pendant ce temps, dans la tour magique, Istiz reçoit un rapport indiquant qu'un incident a eu lieu dans un village à la périphérie de Kalen. Selon des témoins oculaires, une énorme colonne d'eau a été vue depuis la rivière, et cela nécessite une enquête, ils doivent donc partir immédiatement. Pendant ce temps, au bas de la falaise, Coco a finalement réussi à sortir de l'eau, mais son sac est encore mouillé, donc elle ne peut pas faire grand-chose. Juste à ce moment, elle a une idée et demande à Ago si elle a toujours les anneaux magiques de séchage qu'Arugio lui a donnés. Ago comprend ce que Coco pense, donc elle lui lance les anneaux, et une fois qu'elle les a, Coco commence à les utiliser pour sécher son sac afin de pouvoir à nouveau dessiner des sorts. Cependant, même si Coco peut à nouveau utiliser ses outils, elle ne peut toujours pas dessiner de sorts avec tous ces gens qui regardent. Normalement, quand il y a des gens autour, une sorcière doit dessiner en cachant ses mains sous sa cape pour que personne ne découvre comment la magie est lancée, et si Ago peut le faire, Coco ne le peut pas, donc elle doit trouver un moyen de distraire les gens pour gagner du temps. Ago se place alors derrière les gens et attire toute leur attention, se présentant comme l'apprentie la plus prometteuse de Kifrey et promettant qu'elle utilisera sa magie pour que Cousteau s'en sorte indemne. Pendant qu'elle parle, elle dessine un sortilège de lumière sous sa cape, envoyant une éclatante colonne de lumière dans le ciel et formant un oiseau lumineux. Cela sert à la fois de balise pour Kifrey et Arugio et de distraction pour les gens afin qu'ils ne voient pas Coco lancer de sorts. Cependant, en bas du fossé, après avoir séché son sac, Coco s'apprête à dessiner le sortilège de lévitation qu'elle a pratiqué, mais elle réalise que cela ne va jamais fonctionner. Utiliser le sortilège de lévitation sur de petits objets, c'est une chose, mais si elle veut lancer une lévitation sur un rocher aussi gros, son papier ne suffira pas. Elle commence à contourner le rocher pour voir s'il y a un moyen de le faire rouler au moins, mais Cousteau reprend connaissance et Coco se précipite pour voir comment il va. Cousteau ne la reconnaît pas tout de suite car il est encore dans le brouillard, alors Coco lui rappelle qu'elle est l'une des sorcières venues aider lors de l'inondation. Cousteau est soulagé d'entendre cela car il y a un instant, il a vu un oiseau lumineux dans le ciel et il a cru qu'il était mort. Coco explique que ce n'était qu'un sortilège de son ami, et voir ce sortilège lui donne une idée sur la façon de sortir Cousteau d'ici.
Pendant ce temps, sur la falaise, les gens disent à Ago que son sortilège était très joli, mais qu'il n'a rien fait pour sauver Kustu. Il lui demande donc si elle a vraiment un plan pour le secourir. Ago ne sait pas vraiment quoi répondre puisqu'elle ne faisait que gagner du temps pour que Coco travaille, et Dagda commence à devenir très impatient, alors il dit qu'il va descendre sauver Kustu lui-même. Ago essaie de l'en empêcher car ce serait une catastrophe s'il voyait Coco dessiner un sort en bas, mais heureusement, Coco a déjà sauvé Kustu et est remonté à la surface. Tout le monde est soulagé de voir que Kustu est vivant, et Coco est contente d'être en sécurité, elle serre Ago dans ses bras dès qu'elle la voit. Ago lui demande comment elle a réussi à sortir Kustu de là, mais elle remarque alors du sable sur les vêtements de Coco, et Coco explique que voir l'oiseau lumineux d'Ago lui a rappelé le dragon de ce piège et comment elles avaient utilisé le sortilège de démolition pour créer tout ce sable. Elle a donc utilisé ce sort pour détruire le rocher. Dans l'ensemble, elle est simplement contente d'avoir pu sauver Kustu, et un jour, elle sauvera aussi sa mère, quel que soit le temps que cela prendra. Et pour la première fois, Ago ressent un véritable respect pour Coco. Cependant, un instant plus tard, les deux sont soudainement ligotés par un ruban et hissés dans les airs. Coco n'a aucune idée de ce qui se passe, mais Ago reconnaît les tenues des sorcières qui les retiennent prisonnières, ce sont celles des chevaliers morales, et si les chevaliers sont ici, elles ont de sérieux ennuis. Les chevaliers les accusent immédiatement d'être en association avec les Brimcap, et Ago essaie de leur dire qu'ils ont tort car elle et Coco sont toutes deux apprenties sorcières. Cependant, Istis désigne le sort qui vient d'être lancé, et les yeux de Coco s'écarquillent lorsqu'elle regarde en bas car elle se souvient n'avoir dessiné qu'un sortilège de démolition. Pourtant, toute la falaise a été transformée en sable, et la rivière elle-même a été vaporisée. Elle n'a aucune idée de comment cela a pu arriver, mais les chevaliers disent qu'il est assez clair qu'elle a dû utiliser de la magie interdite, et conformément à la loi, elle va maintenant recevoir une punition. Coco essaie désespérément d'expliquer qu'elle n'a lancé aucune magie interdite, mais Istis refuse d'écouter et se prépare à utiliser le sort d'effacement de mémoire. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, Richie vole et percute son bras, tandis que Tessia brûle les cordes qui retiennent Ago et Coco. Mais ces cordes étaient aussi la seule chose qui les maintenait en l'air, donc dès qu'elles disparaissent, elles finissent par tomber au sol. Heureusement, Tessia avait déjà préparé son lit de sable, elles peuvent donc atterrir en douceur, et les filles essaient de dire à Istis d'attendre et d'écouter, mais il est déterminé à effacer les souvenirs de Coco car il est convaincu qu'elle a dû utiliser de la magie interdite. Cependant, il se tait quand Kifrey apparaît, car la première chose que ce dernier fait est d'appuyer sa lame d'eau contre son cou. Istis et Kifrey ne s'entendent pas bien, mais Istis sait à quel point Kifrey peut être dangereux quand il est en colère, surtout en ce qui concerne ses élèves, alors il est bien plus ouvert à la discussion maintenant. Il explique que l'une des élèves de Kifrey a utilisé un sort assez puissant pour modifier le sol lui-même, et que les sorts de cette nature ont été interdits après l'ère de la guerre, donc si Coco a vraiment utilisé un tel sort, elle a clairement enfreint la loi. Kifrey rétorque qu'il n'a jamais donné à Coco d'outils assez puissants pour créer un sort de cette nature, mais quoi qu'il en soit, Istis dit qu'il est possible qu'un des Brimcap le lui ait donné, et Kifrey n'a pas de réponse à cela, puisqu'il y a eu une période où Coco a été laissé seul avec le Brimcap. Juste à ce moment, Arugio crie vers les chevaliers et leur dit d'arrêter de flotter et de descendre pour aider, car avant toute chose, le devoir d'une sorcière est de protéger le grand public, et il y a beaucoup de gens ici qui ont besoin de protection maintenant. Istis ne peut vraiment pas contester cette logique, alors il accepte de reporter le jugement jusqu'à ce que tous les gens ordinaires ici aient été pris en charge. Les chevaliers descendent alors et commencent à tout dégager du sable, et l'un des chevaliers aide à bander les jambes blessées de Custa. Le père de Custa lui demande si cela va guérir les blessures de son fils, mais elle l'informe qu'elle ne peut que stopper le saignement pour l'instant, mais il n'est pas satisfait de cela. Il lui demande si elle peut le guérir avec de la magie, car il a déjà vu des sorcières régénérer des objets, donc il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas faire la même chose pour une personne, et il a raison. Il est possible de guérir une personne avec de la magie, mais elle n'est pas autorisée à utiliser ce genre de magie ici, alors elle lui dit de la lâcher et explique qu'elle emmènera Custa à la cité de Cannes pour qu'un médecin le soigne, mais s'il n'est pas satisfait de cela, elle devra le laisser ici. Le père de Custa réalise qu'il n'a pas d'autre choix, alors il accepte de la laisser emmener Custa. Après cela, il termine les secours, et une fois que le reste des civils a été contraint de quitter la zone, Istis dit qu'il est temps de reprendre l'enquête, ce qui rend Coco un peu nerveuse. Istis fait reproduire à Coco le sort qu'elle a dessiné plus tôt avec son stylo et son encre personnelle, et après que Coco a terminé le sort, tout ce qu'il fait est exactement ce pourquoi il était destiné, détruire une petite section de rocher. La technique de Coco avec le sort n'était pas particulièrement remarquable non plus, il est donc clair qu'elle n'aurait pas pu créer un sort assez puissant pour causer tous ces dégâts. Istis ne peut nier qu'en l'état, il n'y a aucune preuve que Coco soit responsable du sort, mais pour être sûr, il exige qu'elle lui montre ses mains, car les Brimcap tatouent parfois des cercles magiques sur leur corps pour amplifier les effets de leur sort, mais les mains de Coco sont complètement exemptes de tatouages. La seule chose présente,
Ce sont les callosités dues à tous les sorts qu'elle a dessinés, mais tout apprenti mage débutant en a. En fait, Istis trouve étrange que Coco ait si peu de callosités, car la plupart des apprentis mages développent des callosités après des années d'études et d'entraînement, mais les siennes ressemblent à celles de quelqu'un qui a commencé à utiliser la magie pour la première fois il y a à peine un mois. Cependant, au moment où il réalise cela, Kifré dit à Istis qu'il en a déjà fait assez, et qu'il devrait bientôt partir. Istis n'a plus de véritable motif pour continuer l'enquête à ce stade, car il ne semble pas que Coco soit celle qui a lancé ce sort, alors il accepte de partir, mais il dit qu'il ouvrira une enquête formelle sur ce qui s'est passé aujourd'hui, donc ce n'est pas fini. Une fois qu'Istis et les autres chevaliers sont partis, Kifré soupire de soulagement, car c'est toujours une corvée de gérer des gens comme lui. Il s'excuse auprès des filles parce que cela n'est arrivé que parce qu'il les a laissées seules, mais en même temps, il dit à Ago et Coco qu'elles doivent réaliser que ce qu'elles ont fait était vraiment dangereux. Si quelqu'un les avait vues utiliser la magie et apprendre les secrets de la magie, elles auraient dû effacer la mémoire de cette personne, et une fois que vous effacez la mémoire d'un type, vous devez effacer la mémoire de tous les autres présents, et c'est tout un désastre en devenir. Coco et Ago s'excusent toutes deux et assurent à Kifré qu'elles feront plus attention à l'avenir, et Ago a déjà accepté le fait qu'elle ne sera probablement pas autorisée à passer le test de progression de sitôt après cela, mais à sa surprise, Kifré lui dit qu'il va organiser le test pour elle dès qu'ils seront rentrés. Il considère cela comme une récompense appropriée, puisqu'elle a réussi à traverser la situation sans révéler la magie à aucun des civils, et Tessia est un peu jalouse que seul Ago puisse passer le test, mais Kifré lui rappelle qu'elle n'a même pas encore terminé les bases de l'incantation cachée, donc elle n'est pas aussi qualifiée qu'Ago, et il en va de même pour Richie et Coco, qui ne savaient même pas qu'il y avait un deuxième test. Arugio demande à Kifré s'il en est sûr, puisque plus tôt aujourd'hui il parlait du fait qu'Ago a tendance à s'emballer, et c'était effectivement le cas avant, mais Ago ne l'a pas fait aujourd'hui. Elle a plutôt laissé Coco gérer la situation, et c'est la preuve qu'elle est prête. Ago court alors vers Kifré et lui demande s'ils peuvent partir tout de suite, afin qu'elle puisse rentrer et commencer à s'entraîner pour son test dès que possible, mais Kifré dit qu'il y a quelque chose qu'il devrait faire avant de partir. Pendant ce temps, alors que les chevaliers s'éloignent, l'un d'eux mentionne que s'il est vraiment vrai que Kifré a accepté une étrangère comme disciple, alors les rumeurs selon lesquelles elle aurait utilisé un sort interdit pourraient également être vraies. Cependant, Istis dit qu'ils n'ont pas de preuves réelles que Coco était liée à ce sort ou même qu'elle vivait là d'ailleurs, et il n'y a aucun moyen pour eux de chercher des preuves avec ce sort de pétrification qui enveloppe toute la maison, donc la seule façon pour eux de la punir pour cet incident est s'ils peuvent lui faire avouer d'elle-même. Après tout, si les Brimcap ont vraiment eu prise sur elle, il est de son devoir de s'assurer qu'elle ne puisse causer aucun dommage irréparable. Pendant ce temps, de retour à ce qu'il reste de la rivière, Kifré et les autres regardent Arugio travailler à construire un pont avec le sable en gravant un sort dans la roche, et peu après qu'il est fini, l'eau de la rivière commence à revenir, ce qui signifie que les effets du sort ont dû se dissiper, donc il ne devrait plus y avoir de problème. Juste à ce moment, il remarque la bouteille et le chapeau de Coco enfouis dans le sable, alors il les ramasse et les rend à Coco, lui rappelant qu'elle doit faire attention à ne pas perdre ses affaires de sorcière, car ce serait une catastrophe si elle tombait entre les mains d'un civil. Coco le remercie de les avoir trouvés pour elle, mais quand elle regarde son encre, elle réalise qu'elle a encore l'air presque pleine, même si elle l'utilise depuis qu'elle a commencé à apprendre la magie. Elle suppose que le bocal doit contenir une sorte de magie qui le remplit avec le temps, mais Kifré sait qu'il ne devrait pas y avoir un tel sort sur cet objet, alors il lui demande de lui donner le bocal, car il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Il s'avère qu'à un moment donné, le Brimcap a réussi à verser un peu de son sang dans le flacon d'encre, ce qui a probablement modifié les effets de l'encre, mais Kifré n'a aucun moyen de savoir que du sang a été ajouté à l'encre, alors il décide de l'emmener à Nolnoa pour la faire analyser. Il invente une excuse et dit aux autres qu'il va s'arrêter à Calne, puisqu'ils n'ont jamais vraiment eu l'occasion d'acheter une baguette à Coco. Arugio est un peu soupçonneux, mais avant qu'il ne puisse interroger Kifré sur la véritable raison du voyage, Kifré propose d'acheter 2 bouteilles de vin pour lui, et Arugio accepte de le laisser partir après cela. Un peu plus tard, Coco et Kifré arrivent à la boutique de Nolnoa à Calne, mais à la surprise de Coco, il n'y a plus de porte ici. Elle se demande s'ils se sont peut-être trompés d'adresse, mais Kifré dit « Nolnoa doit juste être fermée aujourd'hui ». Cela dit, il n'y a aucun moyen d'entrer si la boutique est fermée, mais heureusement pour eux, Tarta revenait justement d'une course à ce moment-là. Kifré explique qu'il est venu voir Nolnoa, alors Tarta accepte de les laisser entrer et fouille dans son sac pour en sortir une poignée de porte magique. Lorsque la poignée est placée contre le mur, elle crée une porte menant à la boutique, et après être entré, il informe Kifré que Nolnoa devrait être à l'étage en ce moment. Kifré commence à monter, et Coco s'apprête à le suivre, mais Tarta l'arrête et lui fait remarquer qu'elle a une coupure à la jambe, et si elle ne la soigne pas bientôt, elle pourrait s'infecter, alors il lui demande de venir avec lui pour qu'il s'en occupe. Coco le remercie pour sa proposition avant de le suivre dans sa chambre, et elle est émerveillée par tous les objets inconnus ici.
Elle prend un bocal de poudre bleue et demande à Tarta ce que c'est, car elle trouve cela joli, et il explique que ce sont des teintures magiques qui modifient les effets de la magie lorsqu'elles sont ajoutées à l'encre, mais il lui demande de ne rien toucher, afin qu'elle ne mélange pas accidentellement les bocaux. Pendant ce temps, à l'étage, Kifré trouve Nolnoa en plein travail d'analyse de l'encre du sort sur la tuile, mais il n'a pas eu beaucoup de succès, car l'encre utilisée est différente de tout ce qu'il a jamais vu. Il demande à Kifré s'il a réussi à trouver des indices, et c'est précisément pour cela que Kifré est venu, alors il tend à Nolnoa le bocal d'encre qu'il a obtenu de Coco. Après l'avoir regardé, Nolnoa réalise immédiatement qu'il s'agit du même type d'encre que celle utilisée sur les tuiles. Il le reconnaît à la teinte bleue distincte de l'encre, et il demande à Kifré où il l'a trouvé, mais il réalise ensuite que c'est l'un de ses propres flacons d'encre, ce qui le laisse perplexe. Kifré pense que l'encre a dû être altérée quand Coco a été laissé seul dans ce piège, et il veut confirmer sa théorie, alors il prend l'encre et se prépare à l'utiliser pour dessiner un sort de lumière basique. Pendant ce temps, en bas, Tarta est occupé à bander la jambe de Coco pendant qu'elle l'interroge sur toutes les différentes teintures magiques qu'il a ici. Il répond patiemment à toutes ses questions sur les teintures, allant de l'allongement de la durée des sorts à la possibilité de rendre l'encre invisible, et Coco est émerveillée que Tarta ait pu mémoriser tout cela. Elle dit qu'elle aimerait vivre dans un magasin de fournitures magiques comme lui, mais Tarta ne comprend pas pourquoi elle dirait une chose pareille, car être apprentie sorcière dans un atelier est 100 fois mieux que d'être coincée ici. Coco est un peu confuse, car elle pensait que Tarta était également apprenti sorcier, mais c'est un sujet délicat pour lui, car il n'a pas pu réaliser son rêve. Juste à ce moment, Coco aperçoit une très jolie poudre rouge sur l'étagère du haut, alors elle demande à Tarta ce que c'est, donc il lui demande de la pointeur du doigt pour qu'il puisse la trouver. Coco trouve un peu étrange qu'il ne puisse pas repérer le bocal rouge vif, mais elle monte sur une échelle à proximité pour le montrer correctement. Cependant, alors qu'elle fait cela, soudain, le sort de lumière de Kifré s'active et est bien plus grand que la normale, ce qui effraie les enfants, et Coco finit par tomber. Ils se demandent tous deux ce qui a pu produire une lumière aussi aveuglante, mais plus important encore, Coco réalise qu'elle a accidentellement renversé toutes les teintures. Heureusement, aucune ne s'est cassée, alors elle propose d'aider Tarta à les remettre toutes en place, mais Tarta a l'air dévasté et dit que cela ne sert à rien. Toutes les étiquettes des bocaux sont tombées, et il n'a aucun moyen de les distinguer autrement, car il ne peut pas les différencier par la couleur comme Nolnoa. Coco se sent terriblement mal pour ce qui est arrivé et demande si elle ne peut vraiment rien faire, mais Tarta, solennellement, lui demande simplement de laisser les choses en l'état, car il y a certaines choses qu'il ne peut tout simplement pas faire, et avec ses yeux argentés, il ne pourra jamais devenir une véritable sorcière comme les autres. Pendant ce temps, à l'étage, Kifré et Nolnoa sont encore sous le choc des effets de l'explosion de lumière magique, et il n'est pas logique qu'un si petit sort produise une explosion aussi puissante, donc il doit y avoir quelque chose de très mauvais dans cette encre. Kifré pense que les Brimcap ont dû utiliser un sort de bouteille jumelle, ce qui signifie essentiellement qu'ils ont lié la bouteille de Coco à l'une des leurs, et c'est ainsi qu'ils ont réussi à ajouter cet additif mystérieux qui a rendu le sort si puissant. Nolnoa pense que c'est bien trop pour lui, alors il pense qu'il devrait contacter le Grand Hall immédiatement, mais Kifré lui dit qu'ils ne peuvent pas faire cela. C'est le lien avec les Brimcap qu'il attendait, et s'il veut les attraper, il doit s'assurer que personne ne sache qu'il a cela. Nolnoa commence à devenir nerveux, car Kifré semble un peu déséquilibré, et Kifré s'excuse auprès de lui pour ce qu'il s'apprête à faire. Plus tard, Kifré quitte le magasin et trouve Coco qui l'attend dehors. Elle lui demande de lui dire ce que signifie argenté, alors il explique que c'est une maladie congénitale qui fait qu'on ne voit qu'en noir et blanc, et comme les sorcières ont tendance à privilégier une bonne vue, il est assez difficile de devenir sorcier avec cette maladie. De retour à l'intérieur, Tarta revient dans la salle des teintures magiques après un moment et trouve Nolnoa en train de trier le désordre, alors il s'excuse et explique qu'il a été surpris par l'éclair de lumière plus tôt et qu'il les a renversés accidentellement, mais Nolnoa n'a aucune idée de ce dont il parle, car il ne se souvient absolument d'aucun éclair de lumière. En ce qui concerne Nanao, rien d'étrange ne s'est produit ici, alors elle continue ses affaires comme d'habitude, mais Tarta sait qu'il est impossible qu'il n'ait pas vu cet éclair aveuglant, et il est plutôt étrange que tout cela soit arrivé juste après le départ de Kifré l'autre jour, alors Tarta commence à se demander s'il n'y serait pas pour quelque chose. Pendant ce temps, Kifré s'amuse joyeusement avec Coco et les autres dans un champ, et Coco s'excuse sans arrêt parce qu'elle vient accidentellement de frapper Kifré à la tête avec une branche d'arbre. Elle essayait de lancer un sort de vent pour faire tomber des fruits d'un arbre, mais sa première tentative n'était pas assez puissante, alors elle a essayé d'agrandir le sort, mais elle a trop corrigé et a fini par arracher toute la branche de l'arbre et la faire tomber sur Kifré. Tessia suggère que Coco pourrait essayer de changer l'angle du vent pour qu'il torde les fruits hors de l'arbre au lieu de simplement pousser dessus, et Kifré trouve que c'est une merveilleuse idée, ajoutant que modifier les sorts pour s'adapter à la situation spécifique, c'est ça, être une sorcière. Tessia dit qu'il est important de réfléchir à la raison pour laquelle votre sort a échoué en premier lieu, et même s'il a réussi,
vous devez aussi réfléchir à pourquoi il a réussi, et Kifrey est tout à fait d'accord avec son évaluation. Il dit même à Tessia qu'elle ferait une excellente enseignante et Tessia adore les éloges, mais alors Ago lui dit qu'elle n'est pas en position d'enseigner à quiconque alors qu'elle n'a pas beaucoup progressé elle-même. Un peu plus tard, ils sont tous assis ensemble en profitant des fruits, et Coco demande à Kifrey à propos de ses examens dont elle a entendu parler plus tôt. Apparemment, il y en a d'autres après celui qu'elle a passé au polygone d'archer, alors elle veut savoir quels sont les autres examens. Rishi déteste absolument tous les examens parce qu'elle pense qu'ils n'ont aucune importance, mais Kifrey dit que les examens sont conçus pour s'assurer qu'une sorcière est capable de se débrouiller dans diverses situations du monde réel. Cependant, que les examens soient utiles ou non dépend vraiment de vous en tant que personne. Il explique qu'il y a 5 examens au total, celui du polygone d'archer étant le premier. Cet examen était l'autorisation de devenir apprenti, et après vient l'examen pour être autorisé à accompagner votre maître en mission. Le 3e examen vous permet d'entrer dans la tour des tomes une fois réussi, et au moment où le 4e examen est terminé, vous êtes considéré comme une sorcière à part entière n'ayant plus besoin de tutelle. Le 5e examen est passé pour être autorisé à prendre vos propres disciples, mais Kifrey leur dit qu'il n'est pas nécessaire de penser à celui-ci avant d'avoir d'abord obtenu leur diplôme. Tessia dit qu'elle est excitée à l'idée de devenir une sorcière à part entière car alors elle pourra voyager à travers le monde pour aider les gens et être remerciée pour les bonnes actions qu'elle accomplit, et en plus, elle aura le droit de concevoir son propre chapeau de sorcière une fois officiellement diplômée, et elle prévoit de le faire avec 2 pointes pour correspondre à ses couettes. Rich, en revanche, déteste absolument l'idée de passer des examens parce qu'elle déteste devoir dessiner des sorts qu'elle ne veut pas dessiner. Ago lui rappelle que si elle ne dessine que les sorts qu'elle veut, elle ne pourra jamais apprendre quoi que ce soit de nouveau, mais Rishi s'en moque parce que si progresser signifie qu'elle doit faire des choses qu'elle ne veut pas, alors elle préfère ne pas le faire. Elle rentre ensuite à l'intérieur et après son départ, Ago dit que Rishi est peut-être contente de ne pas progresser, mais elle est prête à passer tous les examens nécessaires pour avancer car il y a trop de choses hors de sa portée actuellement. Elle veut terminer tous les examens le plus rapidement possible, et une fois cela fait, elle prévoit de devenir bibliothécaire dans la tour. Coco est un peu surprise par le souhait d'Ago, alors Tessia lui explique qu'Ago vient d'une famille éminente de sorcières descendante d'une des apprenties des 3 grands sages, et que le chef de la famille Arkham devient toujours bibliothécaire par tradition, ce qui est sans doute pourquoi Ago veut en devenir une. Tessia demande alors à Coco ce qu'elle aimerait devenir, mais le parcours de Coco est assez différent de celui des autres, et elle n'a pas vraiment d'aspiration à part annuler son erreur, alors pour l'instant, elle dit qu'elle va juste se concentrer sur l'apprentissage de plus de sorts. Plus tard, Coco se retrouve dans un espace vide et sombre, et elle a peur parce qu'elle ne se souvient pas comment elle est arrivée ici, mais alors elle voit sa mère debout au loin et elle est submergée par le chagrin, alors elle court vers elle et commence à s'excuser pour ce qui s'est passé, mais juste devant ses yeux. Le corps de sa mère se transforme en cristaux et commence à maudire Coco de lui avoir fait cela, et tous les doutes que Coco a eus sur elle-même, sur le fait de devenir sorcière, commencent à refaire surface et à la narguer. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve face à face avec un gain, qui lui dit que c'est à cela qu'a mené son amour de la magie, et que c'est entièrement sa faute. Coco se réveille alors en sursaut dans son lit et réalise que ce n'était qu'un cauchemar, mais cela l'a quand même assez secouée, alors elle ne peut pas se rendormir maintenant. Pendant ce temps, Kifrey traverse la maison avec de l'encre qu'il a obtenue de Coco, et il s'apprête à commencer à l'examiner, mais juste à ce moment-là, une fille monte les escaliers et Kifrey réagit rapidement pour qu'elle ne voie pas l'encre et ne devienne soupçonneuse. Il lui demande alors ce qu'elle fait debout si tard, et Ago explique qu'elle voulait s'entraîner un peu plus avant d'aller se coucher. Kifrey la félicite pour sa bonne éthique de travail, mais il lui rappelle que toute chose doit être faite avec modération, donc elle devrait se reposer et Ago comprend, alors elle accepte d'aller se coucher. En entrant dans sa chambre, elle remarque Coco à sa table de travail, et elle est surprise de la trouver éveillée à 7 heures de la nuit. Coco dit qu'elle avait juste du mal à dormir, et Ago ne demande pas plus que cela, mais elle remarque que Coco s'est beaucoup entraînée à ses sorts ces derniers temps, et en ce moment, la seule pensée qui traverse la tête de Coco est de savoir combien de sorts elle doit apprendre avant de pouvoir sauver sa mère. Retour à Kifrey, il utilise un sort pour s'entourer d'un mur de briques afin que personne ne puisse l'approcher furtivement à nouveau, et une fois qu'il est sûr d'avoir un peu d'intimité, il commence à regarder la bouteille d'encre. Il se souvient de l'histoire de l'époque où les 3 sages ont initialement interdit de lancer des sorts sur le corps. Les sorcières juste de l'art de la guérison qui utilisaient leur magie pour soigner s'y opposaient car une telle règle les empêcherait d'aider les gens. Elles ont combattu les 3 sages jusqu'à la fin sur ce sujet, et finalement, quand leurs souvenirs ont été effacés, leur sort de la bouteille jumelle a été perdu à jamais. Le sort de la bouteille jumelle était particulièrement utile car il permettait de partager le contenu de 2 bouteilles distinctes, où qu'elles se trouvent dans le monde, et il facilitait l'accès à toutes sortes de médicaments pour aider les malades, mais personne n'a pu reproduire ce sort depuis, apparemment, à l'exception des Brincap. Kifrey déteste l'idée de gâcher un sort aussi élégant, mais il doit le disséquer s'il veut retrouver les Brincap.
Il ne prévoit pas encore de faire quoi que ce soit avec l'encre car l'utiliser alors qu'il ne sait pas ce qu'elle contient serait bien trop risqué, alors à la place, il décide de s'emparer de la pièce métallique sur laquelle est inscrit le sceau d'incantation. Ce sceau d'incantation est lié à la personne qui a dessiné le sort, donc si Kifray peut simplement le placer dans un orbe de guidage, cela le mènera directement au Brin-Cap. Il atteint prudemment le bocal et saisit le sceau d'incantation avec une pince à épiler, mais juste au moment où le sceau est sur le point de quitter le bocal, une mesure de sécurité créée par un gain s'active, produisant une puissante explosion de foudre. Kifray utilise le sort de roche pour se protéger de l'explosion de foudre, mais il renverse accidentellement la bouteille dans le processus, ce qui active la deuxième partie de la mesure de sécurité, créant un puissant vortex d'eau qui aspire Kifray. Alors qu'il est ballotté dans le vortex, Kifray réalise qu'il a fait une erreur car il était tellement excité qu'il n'a pas pensé au danger potentiel et il ne peut pas dessiner de sort dans l'eau, donc il est complètement sans défense. Pour empirer les choses, la bouteille libère un autre éclair, électrocutant Kifray dans l'eau, et à la fin du sort, Kifray est laissé haletant, tout son corps engourdi par le choc, et comme s'il n'était pas déjà assez humilié, il lève les yeux et voit un gain, qui vient de se téléporter ici, flotter au-dessus de lui alors qu'il se tortille par terre. Il essaie de se lever et de se battre, mais son corps est encore trop engourdi pour qu'il puisse bouger, alors un gain atteint nonchalamment la bouteille et l'écrase dans sa main pendant que Kifray est forcé de regarder. Il essaie désespérément d'attraper un gain parce qu'il refuse d'abandonner tant qu'il n'a pas récupéré ce que les Brin-Cap lui ont volé, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, un gain a déjà disparu dans les airs, emportant avec lui tout l'espoir de Kifray de le retrouver. Un gain réapparaît sur une plage et il est déçu que le cadeau qu'il a mis tant d'efforts à offrir à Coco ait été découvert si rapidement, mais il ne peut rien y faire maintenant, alors il se téléporte pour préparer son prochain plan. Le lendemain matin, Kifray et Coco n'arrêtent pas de bâiller, et les autres commencent à le remarquer, alors ils demandent si tous les deux sont restés debout tard pour une raison quelconque. Coco admet qu'elle est peut-être restée debout plus tard que d'habitude la nuit dernière, mais Ago fait remarquer que ce n'était pas seulement la nuit dernière. Coco reste debout tard pour s'entraîner chaque nuit depuis plusieurs jours, et les autres sont inquiets en entendant cela car comme Arugio le dit toujours, si tu ne dors pas correctement quand tu es jeune, tu vas être terriblement petit pour le reste de ta vie. Tessia propose de préparer une tisane pour aider Coco à s'endormir, et elle demande à Kifray s'il en veut aussi, mais il a l'air déjà hors de combat. Les autres le réveillent et Kifray s'excuse de s'être assoupi tout d'un coup. Il dit à Tessia de le laisser préparer le thé, mais en attrapant la bouilloire, sa main glisse et il finit par se renverser de l'eau chaude dessus et par laisser tomber la bouilloire à cause de la douleur. Les autres demandent à Kifray s'il va bien, et Kifray réalise qu'il n'a pas pu tenir la bouilloire correctement parce que sa main est encore engourdie par l'éclair de la nuit dernière, mais il ne peut pas laisser les filles découvrir cela, alors il leur dit que tout va bien et qu'il nettoiera plus tard, mais pour l'instant, il va aller cueillir des herbes pour pouvoir préparer une nouvelle théière de thé. Les filles peuvent voir que Kifray agit vraiment bizarrement aujourd'hui, mais elles supposent que sa maladresse est due au manque de sommeil et n'en disent pas plus. Pendant que Kifray est parti, Coco demande à Ago si elle peut venir avec elle une minute parce qu'il y a quelque chose dont elle aimerait lui parler, et Ago l'accompagne, alors Coco l'amène à l'étage et lui présente les chaussures en soie qu'elle a réparées, et elle s'excuse d'avoir mis si longtemps à les réparer, mais elle voulait s'assurer que la magie de vol était correctement équilibrée. Ago est surprise que Coco lui rende ses chaussures, et elle pense que Coco doit manigancer quelque chose parce qu'il n'est pas possible qu'elle soit aussi gentille. Coco ne comprend pas de quoi Ago parle, alors Ago lui rappelle que même quand Kifray l'a réprimandée pour avoir passé l'examen sans sa permission, elle n'a pas dénoncé Ago. Même si c'est elle qui l'a forcé à le faire, malgré le fait qu'elle avait toutes les occasions de le faire, et maintenant elle a réparé les chaussures d'Ago sans qu'on le lui demande, alors elle ne comprend pas ce que Coco espère gagner en faisant cela. Coco admet qu'Ago a raison, elle aurait pu la dénoncer pour l'avoir forcée à passer l'examen, et au début, c'est ce qu'elle voulait faire. Quand elle est arrivée sur le site de l'examen, elle était seule et effrayée sans moyen de revenir en arrière, alors elle a envisagé de rester dehors et d'attendre que Kifray vienne la chercher, mais elle a décidé d'essayer parce qu'elle voulait se prouver à elle-même qu'elle était capable de surmonter les problèmes avec sa magie. Ago ne sait pas comment prendre tout cela parce qu'elle se sent incroyablement coupable de ce qu'elle a fait à Coco, mais avant qu'elle ne puisse présenter des excuses sincères, Coco tombe soudainement par terre avec une forte fièvre. Kifray est dans le jardin en train de manger des herbes médicinales pour aider à son engourdissement, quand soudain Ago arrive volant et le renverse. Kifray est surpris, mais il parvient à retrouver son équilibre, et une fois qu'eux et Ago sont en sécurité, il lui demande pourquoi elle allait si vite. Ago explique que Coco a dû rendre le sort de vol trop puissant, mais ce n'est pas ce qui est important maintenant parce que Coco a besoin de leur aide. Kifray et Ago se précipitent vers l'atelier et la fièvre de Coco n'a fait qu'empirer, alors Kifray prévoit de l'emmener à l'hôpital de Köln et demande à Arugio de surveiller l'atelier pendant son absence. Quand Kifray arrive à Köln, il finit par tomber sur Tarta et lui demande s'il peut le conduire à l'hôpital car Coco a besoin de soins médicaux immédiats et il ne connaît pas cette région. Tarta accepte d'aider Kifray à se rendre à l'hôpital et dit qu'il connaît un raccourci,
alors il se met à le guider à travers une série de ruelles jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à la clinique. Kifray confie alors Coco au médecin et il remercie Tarta pour ce qu'il a fait. Tarta dit qu'il n'a rien fait de spécial, mais au contraire, Kifray dit que Tarta doit être très observateur pour avoir trouvé un tel raccourci. Entendre cela de la part de Kifray est un grand éloge, alors Tarta est reconnaissant, et pendant qu'il a Kifray ici, il décide de poser une question qui le préoccupe depuis un certain temps.